Ils ont traité le garçon d'idiot pour avoir dépensé ses économies pour ce cheval. Mais ce qui s'est passé le jour de la compétition a fait trembler même le juge. L'aube n'avait pas encore pointé sur Saint-Rémy de Provence, lorsqu'Antoine Dupont ouvrit les yeux dans la pénombre de sa petite chambre sous les combles. Comme chaque matin, sa première sensation fut la douleur lancinante de sa jambe fantôme. Il posa sa main sur le moignon de sa cuisse droite et massa doucement la chair cicatrisée, espérant apaiser ce membre qui n'existait plus mais continuait de le tourmenter. « Bonjour, maman », murmura-t-il en direction de la petite photographie écornée posée sur sa table de chevet. 5 années s'étaient écoulées depuis l'accident de charrette qui avait emporté sa mère et sa jambe, mais le rituel matinal demeurait immuable. Antoine tendit la main vers ses béquilles usées, appuyées contre le mur décrépit. Le bois en était poli par l'usage constant, les embouts en caoutchouc presque entièrement usés. Il faudrait bientôt les remplacer, mais chaque sou était précieusement compté. Dans la pièce voisine, il entendait les ronflements lourds de son père, Pierre. Le vieil homme ne se réveillerait pas avant plusieurs heures, assommé par le vin bon marché de la veille. Antoine s'habilla silencieusement, enfilant un pantalon dont il avait replié et cousu lui-même la jambe droite. Il glissa son moignon dans la culotte avant de passer une chemise rapiécée mais propre. Avant de quitter la maison, il vérifia sous son matelas de paille. La petite boîte en fer blanc était toujours là, contenant ses économies patiemment amassées. Il la secoua doucement, écoutant le tintement des pièces. Encore si peu pour réaliser son rêve. Antoine savait ce que les gens du village pensaient. Pourquoi ne pas économiser pour une prothèse moderne qui soulagerait sa souffrance quotidienne? Mais son cœur aspirait à autre chose. Un rêve que tous jugeaient absurde. Participer un jour au prestigieux Jumping International de France. Le chemin vers le Café Lumière était un parcours du combattant quotidien. 2 kilomètres à parcourir sur des béquilles, dans l'obscurité, sur des chemins inégaux. Chaque pas était un défi. Parfois, lorsque la douleur devenait insupportable, Antoine s'arrêtait, s'appuyant contre un mur ou un arbre, fermant les yeux en serrant les dents. Puis il reprenait sa route, poussé par la nécessité. « Ah, voilà notre petit Antoine », l'accueillit M. Reynaud, le propriétaire du café, en lui ouvrant la porte arrière. Ponctuel comme toujours, même avec ce temps de chien. Le garçon s'empressa de retirer son béret trempé par la bruine matinale et se mit immédiatement au travail. Ses tâches étaient invariables, balayer le sol, essuyer les tables, laver la vaisselle. Un travail harassant pour un enfant de 11 ans, particulièrement avec son handicap. Mais Antoine ne se plaignait jamais. Chaque mouvement était calculé pour économiser son énergie, chaque geste précis malgré la fatigue. À midi, lorsque le café se remplissait d'ouvriers et de commerçants, personne ne prêtait attention au petit garçon claudiquant entre les tables, ramassant les assiettes sales. Invisible malgré sa démarche distinctive, Antoine observait les conversations, les rires, les disputes. Il écoutait surtout les rares clients qui parlèrent de chevaux, emmagasinant chaque information comme un trésor. « Tiens, voilà pour ta journée », dit M. Reynaud en glissant quelques pièces dans la main calleuse d'Antoine en fin d'après-midi. « Tu travailles plus dur que des hommes 2 fois plus grands que toi. » Le garçon remercia d'un hochement de tête, glissa l'argent dans sa poche et reprit ses béquilles. Sa journée au café était terminée, mais sa quête de connaissances ne faisait que commencer. La petite bibliothèque municipale était son refuge. Madame Bonnet, la bibliothécaire aux cheveux blancs et au regard bienveillant, l'attendait toujours avec un nouveau livre sur les chevaux. Elle seule connaissait l'étendue de sa passion. « J'ai trouvé celui-ci dans un carton de don », chuchota-t-elle en lui tendant un ouvrage relié sur l'anatomie équine. « Il date un peu, mais les chevaux n'ont pas changé depuis le siècle dernier. »« Merci, Madame Bonnet », répondit Antoine, ses yeux s'illuminant à la vue des illustrations détaillées. « Tu peux rester après la fermeture », ajouta-t-elle en lui faisant un clin d'œil. « J'ai des catalogues à ranger. » C'était leur code. Madame Bonnet n'avait jamais de catalogues à ranger. Mais elle savait que la maison d'Antoine n'offrait ni la tranquillité, ni la lumière nécessaires à la lecture. Alors, chaque soir, une bougie était allumée dans un coin discret de la bibliothèque, et Antoine s'y perdait dans un monde de sabots, de crinières et de techniques d'équitation qu'il ne pouvait pratiquer. Cette routine immuable fut bouleversée un mercredi matin, lorsque mademoiselle Clément,
l'institutrice, annonça une excursion exceptionnelle au Haras Chantilly, la prestigieuse écurie de Laurent Beaumont. C'est une opportunité rare, expliqua-t-elle avec enthousiasme. Vous pourrez observer les plus beaux chevaux de France et comprendre l'importance de notre tradition équestre. Les enfants de la classe trépignaient d'excitation, tous sauf Antoine, qui sentait son cœur se serrer. Le Haras Chantilly était à 10 kilomètres. Comment suivrait-il le groupe avec ses béquilles? Et surtout, pourquoi s'infliger la vision de ces splendides créatures qu'il ne pourrait jamais monter? Tu n'es pas obligé de venir, Antoine, lui dit doucement mademoiselle Clément après la classe, consciente de sa difficulté. Je comprendrai parfaitement. Je viendrai, répondit-il avec une détermination surprenante. Il ignorait d'où venait cette certitude, mais quelque chose en lui exigeait qu'il fasse ce voyage. Le jour de l'excursion arriva, lumineux et venteux. Un chariot bâché attendait les élèves devant l'école. Antoine fut hissé à bord par le conducteur, avec une pitié mal dissimulée qui lui brûla les joues. Durant tout le trajet, il resta silencieux tandis que ses camarades bavardaient avec excitation. Mathilde, la fille du boulanger, lui adressa un sourire timide, vite détourné lorsque les autres enfants commencèrent à chuchoter et glousser. « Regardez le petit estropié », murmura François, le fils du notaire. « Il croit vraiment qu'il pourra monter à cheval un jour. » Antoine serra les poings, mais garda le silence. Dans ses rêves, chaque nuit, il galopait librement sur 2 jambes solides, le vent dans ses cheveux. Ses rêves valèrent bien quelques moqueries. Le Haras Chantilly s'avéra plus impressionnant encore que dans les descriptions d'Antoine. Des bâtiments élégants s'étendaient autour d'une cour pavée impeccable. Des palefreniers en uniforme menaient des chevaux magnifiques dont les robes luisaient au soleil. L'odeur familière du foin frais, du cuir et du fumier créait un parfum que le garçon reconnut instantanément comme celui du bonheur. Laurent Beaumont en personne accueillit le groupe scolaire. Grand, élégant, vêtu d'une redingote parfaitement taillée, il incarnait la réussite et le pouvoir. Son regard passa sur les enfants sans vraiment les voir, s'arrêtant brièvement sur Antoine et ses béquilles, avec une expression indéchiffrable. Bienvenue au Haras Chantilly, où l'excellence équestre française se perpétue depuis 3 générations, annonça-t-il d'une voix profonde qui commandait l'attention. Vous allez découvrir les champions qui font la fierté de notre nation. La visite commença par les écuries principales, où résidaient les étalons primés. Antoine se traînait à l'arrière du groupe, le rythme imposé étant trop rapide pour ses béquilles. Peu à peu, la distance entre lui et ses camarades s'agrandit. Personne ne semblait remarquer son absence, pas même mademoiselle Clément, captivée par les explications techniques de Beaumont. Antoine ne s'en plaignit pas. Au contraire, cette solitude lui permettait d'observer à son rythme, d'imprégner son esprit de chaque détail. Il s'arrêta devant la stalle d'un magnifique alezan, admirant sa musculature parfaite, la manière dont ses oreilles pivotaient attentivement. C'est alors qu'il l'entendit, un hennissement différent des autres, plus profond, plus angoissé. Un appel qui semblait résonner non pas dans l'air, mais directement dans sa poitrine. Antoine pivota sur ses béquilles, cherchant l'origine de ce son déchirant. Il repéra un bâtiment isolé, séparé des écuries principales par une petite cour. Personne n'y prêtait attention. Le groupe scolaire s'éloignait déjà vers la carrière d'entraînement. Poussé par une curiosité irrésistible, Antoine s'engagea sur le chemin de gravier, chaque pas sur ses béquilles, produisant un crissement qui paraissait assourdissant dans le silence soudain. Le bâtiment était plus ancien que les autres, moins entretenu. Une odeur différente y régnait, non pas la senteur saine des écuries principales, mais quelque chose de plus âcre, teinté d'antiseptiques et de médicaments. Le hennissement se fit entendre à nouveau, plus proche, chargé d'une détresse qui serra le cœur d'Antoine. La porte était entr'ouverte. Le garçon la poussa maladroitement avec l'une de ses béquilles et pénétra dans la pénombre. Ses yeux mirent quelques secondes à s'adapter. Ce qu'il vit alors le figea sur place. Dans le box le plus éloigné se tenait un cheval d'un noir si profond qu'il semblait absorber la rare lumière filtrant par les lucarnes poussiéreuses. Un selle français d'une stature impressionnante, sa robe luisante malgré l'environnement austère. Mais ce qui frappa Antoine au point de lui couper le souffle, c'était sa patte avant droite, ou plutôt, ce qui la remplaçait. Une prothèse métallique,
complexe et visiblement coûteuse, s'étendait du poitrail jusqu'au sol. Le cheval frappait régulièrement cette jambe artificielle contre la paroi du box, produisant un son métallique angoissant. Ses yeux, d'un brun profond, roulaient dans leurs orbites, montrant leur blanc par moments, signe d'une détresse profonde que même Antoine, malgré son inexpérience, pouvait reconnaître. Le garçon s'approcha lentement, ses béquilles produisant un rythme irrégulier sur le sol en terre battue. À chaque pas, le cheval noir devenait plus agité, sa respiration s'accélérant. « Doucement », murmura Antoine. « Je ne te ferai pas de mal. » Il s'arrêta à quelques mètres du box, fasciné par ce reflet inattendu de sa propre condition. Le cheval le fixait maintenant, ses naseaux dilatés, son corps massif tendu comme un arc. « Tu es comme moi », chuchota Antoine, sa voix à peine audible. Quelque chose d'extraordinaire se produisit alors. Le grand cheval noir, qui l'instant d'avant semblait prêt à charger contre les barreaux, s'immobilisa complètement. Ses oreilles, auparavant plaquées en arrière, pivotèrent vers l'avant, captant chaque syllabe prononcée par l'enfant. Ses yeux, si pleins de fureur, se fixèrent sur Antoine avec une intensité nouvelle. Non plus la rage d'un animal traqué, mais une curiosité presque humaine. Un silence profond s'installa entre eux, chargé d'une communication que les mots ne pouvaient exprimer. Antoine sentit son cœur battre à l'unisson avec celui de l'imposante créature. Il tremblait, non de peur, mais d'une émotion si intense qu'elle menaçait de le submerger. Lentement, avec des gestes délibérément fluides malgré son équilibre précaire, il s'avança jusqu'au barreau du box et tendit sa main, petite et calleuse, à travers l'ouverture. « Antoine, éloigne-toi immédiatement !» La voix tonnante brisa la magie de l'instant. Un homme trapu en uniforme de palefrenier courait vers lui, son visage déformé par l'urgence et la peur. « Cet animal est dangereux. Il a failli tuer 2 hommes la semaine dernière. » Mais Antoine resta immobile, sa main toujours tendue dans le vide entre lui et le cheval noir. « Il ne me fera pas de mal », affirma-t-il avec une certitude inexplicable. D'autres personnes arrivaient en courant, attirées par les cris. Parmi elles, Laurent Beaumont lui-même, son visage habituellement impassible marqué par l'inquiétude. « Pierre, sortez cet enfant de là immédiatement », ordonna-t-il au palefrenier. « Monsieur, c'est Étoile Noire », protesta l'homme en uniforme. « Il ne laisse personne l'approcher depuis l'accident. C'est trop dangereux. » Un murmure parcourut le petit groupe qui s'était formé. « Le diable noir !» chuchota quelqu'un. « Il a presque arraché le bras de Marcel mardi dernier. » Antoine n'écoutait pas. Son attention restait fixée sur le cheval qui, contre toute attente, s'approchait lentement des barreaux. Chaque pas de l'animal produisait un son étrange. Le contact de 3 sabots naturels et d'une prothèse métallique sur le sol de terre. Le temps sembla se suspendre lorsque Étoile Noire, l'animal que tous craignaient, abaissa sa tête majestueuse au niveau de la poitrine d'Antoine. Avec une délicatesse surprenante pour une créature si puissante, il pressa doucement ses naseaux contre la paume ouverte du garçon. Un souffle chaud caressa la peau d'Antoine. L'odeur du cheval, un mélange de sueur, de foin et de quelque chose d'indéfinissable, profondément vivant, l'enveloppa comme une étreinte. « Impossible », murmura Beaumont depuis l'entrée de l'écurie, observant la scène avec des yeux calculateurs. « Cet animal est condamné. » Antoine caressa le chanfrein d'Étoile Noire, sentant sous ses doigts la texture soyeuse du pelage noir. Puis, sans se retourner vers les adultes médusés, il répondit d'une voix claire qui le surprit lui-même. « Non, il a juste besoin de quelqu'un qui comprenne sa douleur. » Le silence qui suivit la déclaration d'Antoine s'étira comme une corde tendue. Beaumont, Pierre et les autres spectateurs fixaient avec incrédulité le garçon et le cheval, qui semblaient communiquer dans un langage connu d'eux seuls. Étoile Noire, le terrible diable noir qui avait terrorisé le personnel du haras, restait paisible sous la caresse légère de la main d'Antoine. « Allez, il est temps de rejoindre ton groupe », intervint finalement Beaumont, rompant l'enchantement. Cette excursion n'était pas censée inclure nos installations spéciales. Antoine hocha la tête à regret, murmurant un au revoir à peine audible à Étoile Noire avant de se détourner.
Le cheval émit un hennissement doux, presque plaintif, qui suivit le garçon jusqu'à la sortie de l'écurie isolée. Le lendemain, dès l'aube, Antoine se tenait devant les imposantes grilles du Haras Chantilly. La pluie fine de novembre trempait son béret et sa veste rapiécée. Mais il n'en avait cure. Durant toute la nuit, le regard d'Étoile Noire l'avait hanté, ses yeux profonds qui reflétaient une solitude identique à la sienne. « Impossible, mon garçon », déclara le gardien posté à l'entrée. « Les visites sont sur rendez-vous, et certainement pas à cette heure. »« Je viens voir Étoile Noire », insista Antoine, ses béquilles s'enfonçant dans la boue. « S'il vous plaît, juste quelques minutes. »« Le diable noir ?» Le gardien émit un rire sans joie. « Tu tiens tant que ça à perdre ton autre jambe ? File d'ici avant que je ne prévienne Monsieur Beaumont. » Repoussé mais non découragé, Antoine longea le mur d'enceinte du domaine. Ses béquilles glissaient sur l'herbe mouillée, ralentissant sa progression. Après une demi-heure d'exploration laborieuse, il repéra une section où le mur s'était partiellement effondré, dissimulé par des ronces et des arbustes. Le passage était étroit, trop étroit pour un adulte, mais peut-être suffisant pour un enfant menu. Antoine hésita, contemplant les barbelés rouillés qui couronnaient encore cette portion de mur. La perspective de déchirer ses vêtements, voire sa peau, le fit frissonner. Mais l'image d'Étoile Noire, seule dans son box sombre, était plus forte que sa peur. Il se laissa tomber au sol, ignorant la morsure du froid et de l'humidité. Poussant ses béquilles devant lui, il commença à ramper sous les ronces. Les épines s'accrochaient à ses vêtements, griffèrent son visage et ses mains. Une branche particulièrement vicieuse entailla profondément sa paume, faisant perler des gouttes écarlates qui se mêlèrent à la boue. Parvenu de l'autre côté, Antoine constata avec horreur qu'une traînée de sang marquait également son moignon. La douleur, qu'il avait ignorée sous l'effet de l'adrénaline, se rappela soudain à lui, cuisante. Il serra les dents, récupéra ses béquilles et se redressa tant bien que mal. Le domaine était immense. Heureusement, il se souvenait du chemin vers l'écurie isolée. Se déplaçant furtivement, Antoine évita les palefreniers qui commençaient leur journée. Chaque fois qu'il entendait des voix ou des pas, il se dissimulait derrière un buisson ou un bâtiment. Enfin, il atteignit la vieille écurie. La porte grinça légèrement lorsqu'il la poussa, faisant battre son cœur plus fort. Si quelqu'un le découvrait ici. Un hennissement familier l'accueillit. Étoile Noire s'agitait dans son box, frappant sa prothèse contre les barreaux avec excitation plutôt qu'avec rage. Antoine s'approcha, notant que le cheval se tenait aussi loin que possible de sa prothèse, comme s'il cherchait à dissimuler cette imperfection. « Bonjour, mon beau », murmura Antoine en s'asseyant péniblement sur une botte de foin face au box. « Je suis revenu, comme promis. » Il sortit de sa poche un petit livre aux pages cornées, un recueil de poèmes provençaux que sa mère lui lisait avant l'accident. D'une voix douce et régulière, il commença à lire, laissant les rythmes anciens de la langue d'oc emplir l'espace entre eux. Étoile Noire resta d'abord dans le coin le plus éloigné, méfiant. Mais au fil des minutes, Antoine remarqua ses oreilles qui pivotaient vers lui, captant chaque syllabe. Lorsqu'il termina le premier poème, le cheval avait fait un pas hésitant dans sa direction. « Tu aimes Mistral ?» sourit Antoine. « Ma mère disait que ces mots portent l'âme de la Provence. » Cette première visite clandestine établit un motif qui se répéta les jours suivants. Chaque matin, avant son travail au Café Lumière, Antoine se faufilait dans le haras. Chaque fois, il revenait avec de nouvelles égratignures, son sang marquant son passage comme des miettes de pain dans un conte. Le 5e jour, alors qu'il lisait un poème particulièrement mélodieux, la porte de l'écurie s'ouvrit brusquement. Antoine sursauta, laissant tomber son livre. Étoile Noire recula précipitamment, sa prothèse claquant bruyamment contre le sol. « Je me demandais combien de temps il te faudrait pour te faire prendre », déclara Laurent Beaumont, impeccablement vêtu malgré l'heure matinale. Son regard passa des vêtements déchirés d'Antoine aux traces de sang séchées sur ses mains. « Tu es persévérant, je dois l'admettre. »« Je suis désolé, monsieur, » balbutia Antoine, rassemblant maladroitement ses béquilles. « Je voulais juste... » « Lui tenir compagnie ?» compléta Beaumont avec un sourire énigmatique. « Curieusement, Pierre m'a rapporté qu'Étoile Noire est plus calme depuis quelques jours. Il a même accepté sa nourriture sans tenter de mordre personne. »
Antoine demeura silencieux, incertain de la réaction appropriée. « Quelle méthode emploies-tu » poursuivit Beaumont, s'avançant dans l'écurie. « Pas de longe, pas de cravache, pas même un morceau de sucre pour l'amadouer. Je lui lis des poèmes, répondit simplement Antoine, et je lui parle de ma journée. » Beaumont éclata d'un rire bref. « Des poèmes, voilà qui est original, mais palefreniers préfèrent généralement des méthodes plus conventionnelles. » Il s'approcha du box, provoquant un mouvement de recul immédiat chez Étoile Noire. Les naseaux du cheval se dilatèrent, ses yeux roulèrent dans leurs orbites. Antoine reconnut les signes avant-coureurs d'une crise de panique équine. « Il n'aime pas les mouvements brusques », intervint-il vivement. Surtout de son côté droit, celui de sa prothèse. Beaumont s'immobilisa, observant avec un intérêt nouveau l'interaction entre le garçon et l'animal. « Continue donc », ordonna-t-il en reculant légèrement. « Je veux voir cette magie à l'œuvre. » Intimidé mais déterminé, Antoine reprit sa lecture. Sa voix, d'abord tremblante, retrouva progressivement son rythme apaisant. Étoile Noire, toujours agitée par la présence de Beaumont, gardait néanmoins ses oreilles orientées vers Antoine. « Fascinant », murmura Beaumont après plusieurs minutes. « Tu peux revenir demain, et les jours suivants. Par la grande porte cette fois. Je donnerai des instructions au gardien. » Antoine n'en croyait pas ses oreilles. « Vraiment, monsieur ? » ?»« Bien sûr. Ton projet m'intéresse. Nous verrons combien de temps durera ton intérêt quand tu comprendras l'impossibilité de dompter un animal aussi profondément traumatisé. » Dans les semaines qui suivirent, une routine s'établit. Antoine venait chaque après-midi après l'école et son travail au café. Sa méthode demeurait la même. Patience infinie, voix douce, présence constante. Il remarqua rapidement que les sons métalliques, comme le cliquetis de la prothèse contre le sol, provoquaient une anxiété visible chez Étoile Noire. Un jour, il apporta une petite flûte en bois, héritage précieux de sa mère. Les premières notes firent tressaillir le cheval, mais Antoine persista, jouant une berceuse provençale simple et répétitive. À sa grande surprise, l'animal sembla se détendre, sa respiration devenant plus profonde et régulière. « C'est la chanson que ma mère me chantait », expliqua-t-il entre deux mélodies. Elle disait que la musique parle directement à l'âme, sans passer par les mots. Les palefreniers observaient cette étrange thérapie avec un mélange de dédain et de curiosité. « Qu'est-ce que ce Molek estropié pense accomplir ?» demanda l'un d'eux à son collègue, suffisamment fort pour qu'Antoine l'entende. « Il gaspille notre temps avec un cheval condamné. Laissez-le faire », intervint une voix féminine autoritaire. Antoine se retourna pour découvrir une femme élégante d'une soixantaine d'années. Ses cheveux gris étaient tirés en un chignon sévère, mais ses yeux bleus pétillaient d'intelligence et de bienveillance. « Madame Thibault », murmura respectueusement l'un des palefreniers, « nous ne vous attendions pas aujourd'hui. »« Visiblement, » répondit-elle sèchement, avant de se tourner vers Antoine. « Continue, mon garçon, ne te laisse pas distraire. » Antoine apprit plus tard que Clémence Thibault était la veuve du légendaire Marcel Thibault, entraîneur olympique dont les méthodes avaient révolutionné l'équitation française. Sa présence au haras était rare, mais toujours remarquée. « Ce que tu fais ?» lui expliqua-t-elle un après-midi alors qu'ils observaient ensemble Étoile Noire manger paisiblement. « C'est parler une langue que ces hommes ont oubliée. Ils voient les chevaux comme des machines à gagner des concours, pas comme des êtres sensibles. » Les progrès étaient lents et non linéaires. Un jour, Étoile Noire permettait à Antoine de toucher son encolure. Le lendemain, le passage d'un avion à basse altitude le faisait reculer en panique au fond de son box. Antoine apprenait à respecter ses fluctuations, comprenant instinctivement que la confiance n'était jamais acquise définitivement, mais devait être reconquise chaque jour. Il remarqua rapidement que le bruit métallique de la prothèse contre le sol de pierre causait un inconfort visible chez Étoile Noire. Chaque pas rappelait au cheval sa différence, sa vulnérabilité. « Monsieur Girard », demanda Antoine au vieux forgeron du village, « serait-il possible de modifier une prothèse de cheval pour la rendre moins bruyante ?» Le vieil homme, d'abord sceptique, fut intrigué par le défi technique. Après plusieurs essais, il créa un embout spécial en matériaux absorbants qui atténuait considérablement le son des pas de l'animal. La nouvelle de l'étrange amitié entre le garçon boiteux et le cheval amputé se répandit rapidement dans Saint-Rémy de Provence.
Des enfants de l'école qui, auparavant, se moquaient d'Antoine, commencèrent à se rassembler discrètement près de l'écurie pour observer le miracle. Parmi eux, Mathilde, la fille du boulanger, montra un intérêt particulier. Timide mais déterminée, elle commença à apporter des pommes fraîches pour Étoile Noire et des bandages propres pour les égratignures persistantes d'Antoine. « Papa dit que ce que tu fais est extraordinaire », confia-t-elle un jour en désinfectant une coupure sur la main du garçon. Il dit que comprendre la souffrance des autres est un don rare. Le grand moment survint après 6 semaines de visites quotidiennes. Antoine franchit pour la première fois la porte du box, son cœur battant la chamade. Étoile Noire s'agita brièvement, mais se calma lorsque le garçon commença à jouer sa mélodie familière sur la petite flûte. Pendant 10 minutes entières, ils restèrent côte à côte, respirant le même air, partageant le même espace. Aucune démonstration spectaculaire, aucun tour de force, juste une confiance mutuelle si rare qu'elle attira l'attention de Laurent Beaumont lui-même. « Peut-être pouvons-nous utiliser cela comme publicité », murmura-t-il à son assistant en observant la scène depuis l'entrée de l'écurie. Le garçon estropié et le cheval estropié. Une histoire émouvante pour attirer des sponsors. Il ne remarqua pas Madame Thibault, qui se tenait dans l'ombre, assez proche pour entendre chaque mot. Son visage s'assombrit, une détermination protectrice durcissant ses traits aristocratiques. Les jours suivants virent Antoine arriver au haras exténué, les traits tirés par la fatigue d'une journée commencée bien avant l'aube. Ses mains, calleuses et craquelées par le travail au Café Lumière, tremblaient parfois lorsqu'il s'appuyait sur ses béquilles usées. Pourtant, dès qu'il franchissait le seuil de l'écurie isolée où résidait Étoile Noire, une énergie nouvelle semblait l'animer. Ce matin-là, le ciel lourd de novembre déversait une pluie glaciale sur Saint-Rémy-de-Provence. Antoine avait parcouru les 2 kilomètres séparant le café du haras sous cette averse impitoyable, son béret détrempé ne protégeant plus rien, l'eau s'infiltrant jusque dans ses chaussures rapiécées. Son moignon le lançait terriblement, comme toujours par temps humides. « Bonjour, mon grand », murmura-t-il en pénétrant dans l'écurie, secouant son béret pour en faire tomber l'eau accumulée. Étoile Noire hennit doucement en reconnaissant sa voix. Le cheval s'approcha des barreaux, sa prothèse émettant son cliquetis caractéristique contre le sol de pierre. Antoine remarqua que l'animal avait développé une démarche particulière, posant sa prothèse avec une délicatesse calculée pour minimiser le bruit métallique qui l'effrayait lui-même. « J'ai quelque chose pour toi », dit Antoine en sortant de sa poche une petite flûte en bois poli. La même mélodie que hier, celle qui t'a fait dresser les oreilles. Il porta l'instrument à ses lèvres et commença à jouer une douce mélodie provençale, une berceuse que sa mère lui chantait avant l'accident. Les notes simples et répétitives flottèrent dans l'air humide de l'écurie. Étoile Noire s'immobilisa, ses oreilles pivotant pour capter chaque variation sonore. Sa respiration, habituellement rapide et superficielle, devint plus profonde, plus régulière. « C'est la chanson du berger perdu », expliqua Antoine entre 2 phrases musicales. Maman disait que même les loups s'arrêtaient pour l'écouter. Il observait attentivement les réactions du cheval, notant mentalement chaque signe de détente ou d'anxiété. Il avait développé une sensibilité extraordinaire aux micro-expressions de l'animal, un frémissement des naseaux, un battement de paupières, une légère inclinaison de l'encolure, autant de mots dans un langage silencieux qu'ils construisaient ensemble. « Je vois que notre Mozart en herbe est de retour », lança une voix grave depuis l'entrée de l'écurie. Antoine sursauta, interrompant sa mélodie. Le docteur Fournier se tenait dans l'encadrement de la porte, sa silhouette massive découpée contre la lumière grise du dehors. La manche droite de sa veste était vide et épinglée soigneusement, témoignage silencieux de son propre sacrifice. « Pardonne-moi de t'avoir fait peur », s'excusa le vétérinaire en s'avançant. « Je passais simplement voir comment se portait notre patient le plus célèbre. » Étoile Noire s'était immédiatement reculé au fond de son box, méfiant face à ce nouveau venu. Antoine remarqua que le cheval se positionnait toujours de façon à dissimuler sa prothèse, comme honteux de cette différence. « Il était calme avant que vous arriviez », observa Antoine sans reproche. « Il n'aime pas les surprises. Ni toi, ni lui, ni moi », répondit doucement le docteur Fournier en s'arrêtant à distance respectueuse.
La guerre nous a appris à tous les deux que les surprises sont rarement agréables. N'est-ce pas, mon grand ?» Il s'adressait au cheval avec un respect qui frappa Antoine. Pas de condescendance, pas de cette pitié dégradante que tant d'adultes lui témoignaient. « Vous avez perdu votre bras à la guerre ?» osa demander Antoine. « Algérie, 59, confirma Fournier, son regard ne quittant pas Étoile Noire. « Une mine. J'étais vétérinaire militaire, responsable des chevaux de l'armée. Ils en utilisaient encore à l'époque, dans les montagnes. » Il s'approcha lentement du box, s'arrêtant dès qu'il perçut une tension chez l'animal. « La douleur fantôme, poursuivit-il en frottant machinalement son épaule droite, elle ne disparaît jamais complètement, pour nous ou pour eux. » Antoine hocha la tête, comprenant intimement cette vérité. Combien de nuits avait-il été réveillé par des douleurs dans une jambe qui n'existait plus? « Comment savez-vous qu'il la ressent aussi ?» demanda-t-il, fasciné. « Regarde ses mouvements quand il croit être seul, » expliqua Fournier. « Il tente parfois d'utiliser sa patte manquante comme si elle était encore là. Et cette façon de secouer sa prothèse, c'est sa manière de tenter de soulager une démangeaison qu'il ne peut atteindre. » Dans les jours qui suivirent, le docteur Fournier devint un visiteur régulier. Il enseigna à Antoine comment masser le membre résiduel d'Étoile Noire pour soulager son inconfort, montrant au garçon des points précis où la circulation devait être stimulée. « C'est comme pour toi, » expliqua-t-il un après-midi pluvieux. « Les tissus cicatriciels deviennent raides et douloureux, surtout par temps humides. Le massage aide à assouplir et à réduire l'inflammation. » Antoine apprit vite, ses petites mains devenant expertes dans cet art délicat. Étoile Noire, initialement réticent à laisser quiconque toucher cette zone vulnérable, finit par accepter ce rituel avec une confiance grandissante. Une semaine particulièrement froide amena un revers inattendu. Antoine arriva un matin pour trouver Étoile Noire particulièrement agitée. Un orage violent avait éclaté durant la nuit, et les coups de tonnerre avaient ravivé les traumatismes de l'animal. Lorsque le garçon tenta de s'approcher, le cheval recula violemment, hennissant de peur, sa prothèse frappant bruyamment contre la paroi. « Doucement », murmura Antoine, mais ses paroles se perdirent dans la panique de l'animal. Un mouvement brusque d'Étoile Noire projeta le garçon contre les barreaux. La douleur explosa dans son épaule, lui arrachant un cri. Instinctivement, il recula, horrifié non par la réaction du cheval, mais par la perspective que quelqu'un puisse interpréter cet incident comme une agression délibérée. « Ce n'est rien, » chuchota-t-il en se massant l'épaule. « Ce n'est pas ta faute. Tu as peur, c'est tout. » Il quitta l'écurie plus tôt ce jour-là, son cœur lourd de la crainte qu'Étoile Noire ne lui fasse plus confiance. Cette nuit-là, il dormit à peine, tourmenté par des cauchemars où le cheval disparaissait, emmené par des hommes en uniforme. Le lendemain, malgré la douleur persistante dans son épaule, Antoine retourna au haras. Il s'attendait à trouver Étoile Noire méfiant, peut-être même hostile. Au lieu de cela, le cheval s'avança immédiatement vers les barreaux, son attitude trahissant ce qu'Antoine interpréta comme du remords. « Tu vois, je suis revenu, » dit doucement le garçon. « Je reviendrai toujours. » Ce petit incident renforça paradoxalement leur lien. Étoile Noire semblait avoir compris qu'Antoine ne l'abandonnerait pas, même après un moment difficile. Le garçon, quant à lui, avait appris une leçon cruciale sur le respect des limites et la lecture des signes avant-coureurs. Laurent Beaumont observait ces développements avec un intérêt calculateur. Un après-midi, alors qu'Antoine enseignait patiemment à Étoile Noire à se déplacer plus confortablement avec sa prothèse, le propriétaire du haras apparut avec plusieurs hommes en costume. « Nos investisseurs sont impressionnés par tes progrès », déclara Beaumont en faisant signe aux hommes d'observer à distance. Ils pensaient qu'Étoile Noire n'était plus bon qu'à la reproduction, mais tu sembles prouver le contraire. Antoine ne manqua pas le ton condescendant, ni les regards amusés des investisseurs qui observaient cette curiosité. Un garçon handicapé tentant d'aider un cheval handicapé. Leur compassion apparente dissimulait mal une forme de voyeurisme qui le mit mal à l'aise. « Il n'est pas un spectacle », répondit Antoine, plus fermement qu'il ne l'aurait cru possible. « Et il sait quand on se moque de lui. » Beaumont plissa les yeux, visiblement contrarié par cette insolence. « N'oublie pas que c'est ma propriété, petit. Un animal qui vaut plus que tout ce que ton père pourrait gagner en 10 ans. »
L'homme s'éloigna avec ses invités. Mais ces paroles avaient planté une graine d'inquiétude dans l'esprit d'Antoine. Jusqu'alors, il n'avait pas véritablement considéré Étoile Noire comme la propriété de quelqu'un. Dans leur monde privé, ils étaient simplement deux âmes cherchant à se reconstruire ensemble. « Il parle de toi comme d'une chose », murmura-t-il en caressant l'encolure puissante du cheval. « Mais tu n'es pas une chose, n'est-ce pas ?» Madame Thibault, qui assistait discrètement à leur séance depuis plusieurs semaines, choisit ce moment pour intervenir. « Beaumont voit des chiffres là où d'autres voient des âmes », dit-elle en s'approchant d'Antoine. « C'est sa plus grande faiblesse. » Elle observa attentivement la démarche d'Étoile Noire lorsqu'Antoine l'encouragea à faire quelques pas dans son box. « Tu lui apprends à transférer son poids correctement, » remarqua-t-elle. « Exactement comme Marcel l'aurait fait. »« J'essaie de lui montrer comment je fais avec mes béquilles, » expliqua Antoine. « On doit apprendre à compenser, à trouver un nouvel équilibre. » Le jour où Antoine arriva épuisé au haras marqua un tournant décisif. Il avait passé la matinée à nettoyer les tables au Café Lumière, puis l'après-midi entier debout à l'école pour une punition injuste. La douleur dans son moignon était devenue presque insupportable, aggravée par une ampoule causée par ses béquilles mal rembourrées. Il entra dans l'écurie d'Étoile Noire en sueur, malgré le froid, son visage blême trahissant son état. Docteur Fournier, qui l'attendait pour leur session habituelle, fronça immédiatement les sourcils. « Tu devrais être chez toi, au repos, » dit-il en notant les tremblements qui agitèrent les mains du garçon. « Je vais bien, » mentit Antoine. « Étoile Noire m'attend. » Il fit quelques pas vers le box mais fut pris d'un vertige. Sa vision se troubla. Les murs de l'écurie semblèrent onduler autour de lui. Il tenta de s'appuyer plus fermement sur ses béquilles, mais ses bras n'avaient plus la force de le soutenir. « Antoine !» s'exclama Fournier en se précipitant vers lui. Mais avant que le vétérinaire puisse l'atteindre, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Étoile Noire, qui observait la scène avec une agitation croissante, fit soudain un mouvement que personne ne lui avait enseigné. Avec une délicatesse incroyable pour un animal de cette taille, il fléchit ses membres antérieurs, sa patte naturelle et sa prothèse, s'abaissant dans une posture qu'aucun cheval n'adopte volontairement hors dressage intensif. Antoine, à demi conscient, sentit plus qu'il ne vit la masse sombre s'approcher des barreaux et s'agenouiller. Par instinct, il tendit la main et s'agrippa à la crinière épaisse d'Étoile Noire. Le cheval demeura parfaitement immobile, offrant son soutien avec une compréhension qui défiait toute explication rationnelle. Docteur Fournier s'immobilisa, témoin stupéfait de cette scène improbable. Pierre, le palefrenier chef, attiré par la commotion, s'arrêta net sur le seuil de l'écurie. « C'est impossible », murmura-t-il, ses 30 années d'expérience équestre soudain remises en question. En 30 ans, jamais vu rien de pareil. À l'entrée de l'écurie, Laurent Beaumont observait la scène, un sourire froid se dessinant lentement sur son visage. Non pas attendri par cette connexion miraculeuse entre le garçon et l'animal, mais calculant déjà combien cette histoire inspirante pourrait rapporter à ses coffres déjà bien remplis. Le spectacle du garçon s'agrippant à la crinière du cheval agenouillé resta gravé dans l'esprit de tous les témoins. Beaumont, qui avait observé la scène avec un intérêt purement commercial, fut le premier à en exploiter la valeur. Dès le lendemain, des photographes du journal local furent invités au haras pour documenter ce qu'il appelait désormais le miracle d'Étoile Noire. Antoine, encore affaibli par son malaise de la veille, découvrit avec stupeur son visage en première page du Provençal, aux côtés du majestueux étalon noir. Le titre « Le garçon brisé et son cheval brisé » lui fit monter le rouge aux joues, un mélange de honte et de colère face à cette exploitation de leur vulnérabilité commune. « Ce n'est pas ce que nous sommes », murmura-t-il en froissant le journal. « Nous ne sommes pas brisés, nous sommes différents, c'est tout. » Ce matin-là, en arrivant au haras, Antoine remarqua un changement dans l'attitude du personnel. Les regards moqueurs s'étaient transformés en expressions curieuses, presque respectueuses. La nouvelle de l'extraordinaire comportement d'Étoile Noire s'était répandue comme une traînée de poudre. Tandis qu'il s'occupait du cheval, pratiquant les exercices recommandés par le docteur Fournier, Laurent Beaumont fit une entrée théâtrale dans l'écurie, accompagné d'un homme d'affaires à l'allure prospère. « Antoine, mon garçon », lança-t-il avec une jovialité forcée,
Voici Monsieur Lefebvre, un important propriétaire de chevaux de Deauville. Il est très impressionné par ton travail avec notre cas spécial. » L'homme examina Étoile Noire avec l'œil critique d'un connaisseur, puis se tourna vers Antoine avec condescendance. « Alors c'est toi, le petit dompteur de chevaux estropiés ? Fascinant. Dis-moi, as-tu déjà envisagé d'en faire une carrière ? Il y a beaucoup d'animaux blessés qui finissent à l'abattoir. » Antoine se raidit. « Étoile Noire n'est pas estropié, monsieur. Il s'adapte. » Beaumont intervint rapidement, sentant la tension. « Antoine rêve de posséder son propre cheval un jour, n'est-ce pas, mon garçon ? Un rêve ambitieux pour quelqu'un de ta situation. » Le cœur d'Antoine s'accéléra. C'était vrai. Chaque nuit, il s'endormait en imaginant qu'Étoile Noire lui appartenait, qu'ils travaillaient ensemble dans un petit pré ensoleillé, loin des regards cruels et des commentaires blessants. « Combien coûterait Étoile Noire ?» demanda-t-il impulsivement, les mots franchissant ses lèvres avant qu'il puisse les retenir. Un silence stupéfait suivit sa question. Puis Beaumont éclata d'un rire tonitruant, bientôt rejoint par son invité. « Mon pauvre garçon !» articula-t-il entre deux hoquets. « Même avec une jambe en moins, ce cheval vaut plus que ton père ne gagnerait en 10 ans. » La honte brûla les joues d'Antoine, mais une détermination nouvelle naquit dans son regard. « Je pourrais économiser, travailler plus d'heures, vous payer petit à petit. » Le rire de Beaumont s'éteignit, remplacé par une expression calculatrice. « Vraiment ? Et combien as-tu économisé jusqu'à présent ?» Antoine hésita. Ces économies étaient destinées à une prothèse moderne qui remplacerait ses béquilles inconfortables. Chaque centime avait été durement gagné. Chaque pièce représentait des heures de travail épuisant, des douleurs endurées en silence. « 327 francs et 50 centimes, répondit-il finalement, le menton relevé avec fierté. « Une fortune pour un garçon de ton âge, concéda Beaumont avec un sourire faussement bienveillant. Mais Étoile Noire vaut, disons, 50 000 francs, même avec son handicap. Le chiffre astronomique fit vaciller Antoine, une somme qu'il ne pourrait jamais espérer rassembler. Cependant, poursuivit Beaumont, une lueur dangereuse dans le regard, je pourrais envisager un arrangement. Tes économies comme à compte, ton travail gratuit à l'écurie et des paiements échelonnés sur, disons, 20 ans. Antoine sentit son cœur bondir. C'était absurde, impossible. Et pourtant, c'était une chance, aussi infime soit-elle. « J'accepte », dit-il fermement, tendant sa petite main calleuse. Beaumont la serra, son sourire ne touchant jamais ses yeux froids. « Je ferai préparer les papiers. Bien sûr, Étoile Noire restera au haras jusqu'au paiement complet, et au moindre retard. »« Il n'y en aura pas, » promit Antoine. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, Antoine sentait un mélange d'exaltation et de terreur. Comment annoncer à son père qu'il avait engagé toutes ses économies, l'argent destiné à sa prothèse, pour acheter un cheval que tout le monde considérait comme inutile? Pierre Dupont était assis à la table de la cuisine, une bouteille de vin déjà à moitié vide devant lui. Ses traits tirés s'animèrent brièvement en voyant son fils. « Tu rentres tard », observa-t-il sans réelle accusation. Antoine prit une profonde inspiration. « Papa, j'ai quelque chose à te dire. » Au fil de son explication, le visage de Pierre passa de la surprise à l'incrédulité, puis à une colère sourde qui fit frémir Antoine. Lorsqu'il mentionna que ses économies pour sa prothèse serviraient d'acompte, son père abattit son poing sur la table avec une violence qui fit sursauter le garçon. « Espèce d'idiot !» explosa-t-il, son haleine vineuse frappant Antoine. « Jeter l'argent de ta prothèse pour un cheval estropié? As-tu perdu la raison ?»« Ce n'est pas n'importe quel cheval, papa, » tenta d'expliquer Antoine. « Étoile Noire et moi, nous... » Silence. Pierre se leva, vacillant légèrement. « Je t'interdis de retourner à ce haras. Tu as jeté ton argent par les fenêtres, soit. Mais je ne te laisserai pas ruiner complètement ton avenir pour cette folie. » Dans un accès de rage alcoolique, il se dirigea vers l'étagère où Antoine conservait précieusement ses livres d'équitation, certains prêtés par Madame Bonnet, d'autres offerts par le docteur Fournier. D'un geste brutal, il les jeta dans la cheminée où brûlait un petit feu. « Papa, non !» cria Antoine en se précipitant pour sauver ses trésors, mais ses béquilles s'en mêlèrent.
et il tomba lourdement sur le sol en terre battue. Les pages se recroquevillèrent dans les flammes, noircissant puis s'envolant en cendres légères. Antoine resta prostré, des larmes silencieuses coulant sur ses joues, tandis que son père quittait la pièce en claquant la porte. Cette nuit-là, recroquevillé sur son matelas de paille, Antoine serra contre lui la boîte en fer blanc presque vide. Pour la première fois depuis l'accident, il se sentit véritablement seul, abandonné même par celui qui aurait dû le soutenir. Le lendemain matin, obéissant à son père, Antoine se rendit directement au Café Lumière sans passer par le haras. Son absence ne passa pas inaperçue. Vers midi, alors qu'il essuyait machinalement les tables, la porte du café s'ouvrit sur la silhouette austère de Madame Thibault. « Antoine, dit-elle simplement, Étoile Noire refuse de s'alimenter depuis ce matin. » Le garçon pâlit. « Je ne peux pas venir. Mon père me l'a interdit. »« Je vois, » répondit-elle, son regard perçant semblant lire au-delà des mots. « Et cela a-t-il un rapport avec le contrat absurde que Beaumont prétend avoir conclu avec toi ?» Antoine baissa les yeux, honteux. « J'ai voulu acheter Étoile Noire. C'était stupide. »« Non, » corrigea fermement Madame Thibault. « Ce qui est stupide, c'est la façon dont Beaumont exploite ton attachement. Le prix qu'il t'a fixé est scandaleux, même pour un cheval de cette lignée. » 3 jours passèrent, durant lesquels Antoine respecta l'interdiction paternelle, le cœur lourd d'inquiétude pour Étoile Noire. Le 4e jour, alors qu'il balayait le parvis du café, il fut surpris de voir une délégation inhabituelle approcher. Père Martin, le vieux curé de la paroisse, accompagné de Monsieur Reynaud, le propriétaire du Café Lumière, et de plusieurs notables du village. « Antoine, » commença solennellement le prêtre, « ton histoire avec ce cheval extraordinaire a touché notre communauté plus que tu ne le crois. » Monsieur Reynaud s'avança. « J'ai décidé de doubler ton salaire, rétroactivement depuis le mois dernier. Et si tu acceptes de travailler 1 heure supplémentaire chaque jour, ce sera encore mieux payé. » Abasourdi, Antoine vit plusieurs commerçants hocher la tête en signe d'approbation. Père Martin lui tendit une petite bourse en cuir. « La quête de dimanche dernier était pour toi, mon fils. Notre communauté n'est pas riche, mais nous reconnaissons le courage et la persévérance quand nous les voyons. » Antoine balbutia des remerciements, incapable de comprendre ce retournement inattendu. Comment ces gens, qu'il avait si longtemps regardés avec pitié ou indifférence, pouvaient-ils soudain se mobiliser pour son rêve apparemment insensé? L'explication vint plus tard dans la journée, lorsque Mathilde apparut timidement à la porte de service du café, tenant un paquet soigneusement enveloppé. « C'est pour toi, » dit-elle en lui tendant l'objet. « Et aussi. » Elle sortit de sa poche un petit sac de toile qui émit un tintement métallique. « Mes économies. Ce n'est pas grand-chose, mais... » Antoine défit lentement le paquet pour découvrir l'édition du Jour du Provençal. En première page s'étalait un article signé Julien Moreau, « Le prix du rêve. Comment un enfant courageux lutte pour sauver un cheval condamné. » L'article racontait leur histoire, détaillant les efforts d'Antoine et la transformation miraculeuse d'Étoile Noire. Il mentionnait également le contrat abusif proposé par Beaumont et l'opposition du père d'Antoine. Le ton était clairement favorable au garçon, présenté comme un héros moderne luttant contre l'adversité et l'injustice. « Comment ont-ils su ?» murmura Antoine, stupéfait. « C'est Madame Thibault, » expliqua Mathilde. « Elle a contacté le journal. Et puis... » Elle hésita, puis ajouta. « Le docteur Fournier dit qu'Étoile Noire est en dépression. Il refuse toujours de manger. Il redevient agressif avec les palefreniers. Le docteur a dit que ce cheval t'a choisi comme son maître, et que vous séparer maintenant serait cruel pour vous deux. » Cette nuit-là, Antoine trouva son père inhabituellement sobre, assis dans la pénombre de leur cuisine. Sans un mot, Pierre lui tendit une enveloppe froissée. « Madame Thibault est venue me voir aujourd'hui, » dit-il finalement, sa voix rauque mais claire. « Elle veut acheter la moitié du cheval, devenir ton associé. » Antoine ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait un contrat, bien différent de celui proposé par Beaumont. Madame Thibault offrait une somme raisonnable pour devenir copropriétaire d'Étoile Noire, avec une clause stipulant qu'Antoine pourrait racheter sa part progressivement, sans intérêt. « Mon mari aurait vu ce que je vois », avait-elle écrit en note personnelle. « Une connexion qui ne peut être achetée ou entraînée. Elle naît de l'âme, et si vous empêchez votre fils d'honorer ce don, vous ne détruirez pas seulement son avenir,
mais aussi l'héritage que votre défunte épouse a laissé en lui. La note personnelle de Madame Thibault semblait avoir touché une corde sensible chez Pierre Dupont. Le lendemain matin, contre toute attente, il accompagna Antoine jusqu'au haras. Le voyage se fit dans un silence pesant, le père et le fils avançant côte à côte sans échanger un mot. Antoine sentait son cœur s'accélérer à mesure qu'ils approchaient des imposantes grilles de l'établissement. Lorsqu'ils arrivèrent enfin devant l'écurie isolée, Antoine ne put contenir son émotion. Étoile Noire, entendant le bruit familier des béquilles sur le gravier, émit un hennissement puissant qui résonna à travers tout le bâtiment. C'était un cri de reconnaissance, de soulagement, presque de joie. « Il te reconnaît avant même de te voir », murmura Pierre, visiblement ébranlé par cette démonstration. Antoine s'avança aussi rapidement que ses béquilles le lui permettaient. Lorsqu'il atteignit enfin le box, Étoile Noire se tenait tout contre les barreaux, ses naseaux dilatés, ses yeux expressifs fixés sur le garçon. Le cheval tremblait légèrement, comme s'il avait lutté contre le désespoir pendant l'absence de son jeune ami. « Je suis revenu », chuchota Antoine, tendant une main que l'animal s'empressa de renifler, puis de pousser doucement avec son museau. « Je ne te quitterai plus jamais. » Cette réunion émut même les palefreniers les plus endurcis. Pierre, qui observait la scène depuis l'entrée de l'écurie, semblait confus, partagé entre son scepticisme persistant et l'évidence de ce lien extraordinaire qu'il ne pouvait nier. Laurent Beaumont observait également la scène, mais son regard calculateur trahissait des préoccupations bien différentes. La mobilisation communautaire autour d'Antoine menaçait directement ses plans. L'offre de Madame Thibault, en particulier, était un obstacle inattendu. « Nous avons déjà un contrat », rappela-t-il sèchement à Antoine lorsque Pierre s'éloigna pour discuter avec le docteur Fournier. « Madame Thibault dit qu'il n'est pas valable », répondit simplement le garçon, caressant l'encolure d'Étoile Noire. « Je suis mineur, et les conditions sont abusives. » Le visage de Beaumont se durcit. « Tu joues un jeu dangereux, petit. N'oublie pas que je peux interdire ton accès au haras à tout moment. » Sentant la tension, Étoile Noire s'agita, sa prothèse claquant nerveusement contre le sol. Antoine reprit immédiatement sa petite flûte et joua quelques notes de la berceuse provençale qui apaisait toujours l'animal. Le cheval se calma progressivement, mais son regard restait fixé sur Beaumont, comme s'il percevait la menace que représentait cet homme. Dans les jours qui suivirent, Beaumont changea de stratégie. Constatant que son plan d'exploitation financière s'effondrait face à la mobilisation communautaire, il commença à répandre subtilement des rumeurs inquiétantes. « Avez-vous remarqué comme Étoile Noire devient agitée quand personne n'observe le garçon ?» murmura-t-il à un palefrenier, suffisamment fort pour être entendu par deux pensionnaires qui visitèrent leurs chevaux. « Ce matin, j'ai trouvé des marques étranges sur le flanc d'Étoile Noire », confia-t-il l'après-midi même à la comptable du haras, qui s'empressa de colporter l'information au village. Antoine ne tarda pas à percevoir un changement d'attitude. Des regards méfiants remplaçaient les sourires encourageants. Certains parents éloignaient leurs enfants lorsqu'ils passaient sur la place du village. Même au Café Lumière, il surprit des conversations qui s'interrompaient brusquement à son approche. « Que se passe-t-il » demanda-t-il à Mathilde, qui semblait être l'une des rares à ne pas avoir changé de comportement envers lui. « Des rumeurs circulent », expliqua-t-elle à contre-cœur. « Certains disent que tu maltraites Étoile Noire quand personne ne te regarde, que tu te venges sur lui parce que tu es jaloux de ceux qui peuvent courir et sauter. »« C'est absurde », s'indigna Antoine, les larmes aux yeux. « Comment pourrait-il croire une chose pareille ? » « Je ne le crois pas », affirma fermement Mathilde. « Et ceux qui te connaissent vraiment non plus. Au collège, j'ai dit à François qu'il mentait quand il répétait ses bêtises. Je lui ai demandé « Avez-vous déjà vu Antoine lever la voix sur qui que ce soit ?» Pendant ce temps, Beaumont œuvrait sur un autre front. Via une coûteuse communication transatlantique, il montrait fièrement des photographies d'Étoile Noire à un riche propriétaire américain, vantant les progrès extraordinaires du cheval handicapé. Une véritable histoire d'inspiration, expliquait-il au visage pixelisé sur l'écran de visioconférence. Le cheval qui a surmonté l'impossible. Imaginez l'impact publicitaire pour votre ranch spécialisé dans la réhabilitation équine. Ce qu'il omettait soigneusement de mentionner, c'était que les progrès étaient entièrement dus à Antoine,
et non à quelconque méthode développée par le Hara. Un matin, Antoine arriva pour découvrir de nouvelles marques sur le flanc d'Étoile Noire, de fines zébrures rouges qui n'étaient pas présentes la veille. Le cheval semblait nerveux, sursautant au moindre bruit. « Qui t'a fait ça ?» murmura Antoine, examinant attentivement les blessures. Le docteur Fournier, appelé d'urgence, confirma ses soupçons après un examen minutieux. Ceci a été fait avec un objet fin, probablement une cravache ou une badine, et définitivement pas par toi, Antoine. « Comment pouvez-vous en être sûr ?» demanda Pierre Dupont, qui accompagnait désormais régulièrement son fils. « Regardez l'angle des marques, expliqua le vétérinaire. Elles ont été infligées de haut en bas, par quelqu'un de bien plus grand qu'Antoine. Et voyez comme elles sont regroupées sur le flanc droit, le côté où Antoine ne se tient jamais, car il sait qu'Étoile Noire est particulièrement sensible de ce côté depuis son accident. » Malgré cette explication rationnelle, le mal était fait. 3 jours plus tard, 2 inspecteurs vétérinaires officiels se présentèrent au Hara, dossiers en main. « Nous avons reçu plusieurs signalements concernant de possibles maltraitances sur un cheval amputé, » expliqua le plus âgé, exhibant un ordre d'inspection signé par la préfecture. « Nous devons mener une enquête approfondie. » Beaumont, feignant la surprise et l'indignation, s'empressa d'accueillir les inspecteurs. « Bien entendu, messieurs, le bien-être animal est notre priorité absolue au Haras Chantilly. » Le cœur d'Antoine se serra lorsque l'ordre tomba. Jusqu'à la conclusion de l'enquête, il ne pourrait plus avoir de contact avec Étoile Noire. Les 2 inspecteurs, bien que courtois, furent inflexibles. « C'est la procédure standard », expliqua le plus jeune, visiblement mal à l'aise devant la détresse du garçon. « Nous devons observer l'animal sans l'influence de son handlé habituel. »« Mais il va croire que je l'ai abandonné », protesta Antoine, des larmes roulant sur ses joues pâles. « Il a déjà été traumatisé par tant d'abandons. » Ses supplications restèrent vaines. Sous le regard satisfait mais soigneusement dissimulé de Beaumont, Antoine fut escorté hors du Hara. Cette nuit-là, une pluie torrentielle s'abattit sur Saint-Rémy-de-Provence. Pourtant, à l'aube, les premiers employés du Hara découvrirent Antoine, trempé jusqu'aux os, assis dans la boue devant la grille principale. Ses béquilles gisaient à côté de lui, sa jambe valide repliée contre sa poitrine, son moignon exposé aux éléments. « Rentre chez toi, gamin », lui conseilla un palefrenier compatissant. « Tu vas attraper la mort. » Mais Antoine refusa obstinément de bouger. Toute la journée, il resta là, refusant nourriture et abri. À la tombée de la nuit, Madame Thibault apparut avec une couverture et un thermos de soupe chaude. « Tu ne l'aides pas en tombant malade, » dit-elle doucement mais fermement. « Je ne peux pas l'abandonner, » murmura Antoine d'une voix rauque. « Il doit savoir que je suis toujours là, que je n'ai pas choisi de partir. » Madame Thibault s'assit à côté de lui sur le sol détrempé, indifférente à la boue qui souillait son tailleur coûteux. « Étoile Noire le sait, votre lien transcende les murs et les barrières. » Alors qu'il parlait, une voiture s'arrêta devant le Hara. Un jeune homme en descendit, appareil photo en bandoulière et carnet de notes à la main. « Antoine Dupont ?» demanda-t-il en s'approchant. « Je suis Julien Moreau, du Provençal. J'aimerais entendre votre version de cette histoire. » Le journaliste écouta attentivement pendant qu'Antoine, encouragé par Madame Thibault, racontait tout, sa première rencontre avec Étoile Noire, leur connexion immédiate, les progrès réalisés, et maintenant ces accusations infondées qui les séparaient. « Ce qui m'intrigue, » dit Moreau en prenant des notes, « c'est le timing de ces plaintes. Pourquoi maintenant, alors que le cheval montre des améliorations évidentes ?» Dans les jours qui suivirent, Julien Moreau devint une présence constante autour du Hara. Antoine, toujours campé à l'entrée malgré la pluie persistante, le voyait prendre des photos, interroger des employés, consulter des documents. Un soir, le journaliste revint avec une expression grave. « J'ai trouvé quelque chose », dit-il à voix basse, s'accroupissant près d'Antoine. Beaumont a un historique troublant. Ce n'est pas le premier accident qui lui rapporte gros. Il ouvrit son ordinateur portable, protégé de la pluie par un auvent improvisé, et montra à Antoine et Madame Thibault des articles datant de plusieurs années. D'autres chevaux de grande valeur, d'autres accidents opportuns, d'autres assurances généreusement payées. Mais le plus révélateur, poursuivit-il en ouvrant un document numérisé, c'est ceci.
Un rapport interne qui montre que l'accident d'Étoile Noire n'était pas vraiment un accident. Beaumont a délibérément ordonné l'utilisation d'un trailer défectueux pour le transport. La compagnie d'assurance a payé une fortune pour le cheval prétendument ruiné, et il a ensuite investi une fraction de cette somme dans la prothèse expérimentale. C'est monstrueux, souffla Madame Thibault. Le lendemain matin, contre toute attente, Laurent Beaumont lui-même vint trouver Antoine à son poste de vigile détrempé. Pour une fois, le masque de cordialité était tombé, révélant un visage dur et calculateur. « Tu es têtu, je dois l'admettre, » dit-il sans préambule. « Mais chaque homme a son prix. Voici le mien. » Il tendit une enveloppe épaisse qu'Antoine ne prit pas. « 50 000 francs, précisa Beaumont. Plus qu'assez pour une prothèse de dernière génération et des études à Paris. Oublie le cheval, accepte cet argent et commence une nouvelle vie. » Antoine regarda l'enveloppe sans la toucher, puis leva les yeux vers l'homme qui se tenait devant lui. « Et si je refuse ?» Le sourire de Beaumont devint glacial. « Alors ton père ne trouvera plus jamais de travail dans la région. Un mot de moi, et toutes les portes se fermeront. Réfléchis bien, Antoine. Un cheval estropié contre l'avenir de ta famille. » Tremblant de froid, d'épuisement et d'indignation, Antoine se redressa néanmoins sur ses béquilles, trouvant une dignité qu'il ne se connaissait pas. « Monsieur Beaumont, » répondit-il d'une voix claire malgré sa gorge douloureuse. « Certains considèrent Étoile Noire comme un investissement raté. Pour moi, il est la partie manquante de mon âme. Il n'est pas à vendre. » Tandis que Beaumont s'éloignait, visiblement furieux, Antoine ne remarqua pas immédiatement les silhouettes qui s'assemblaient silencieusement autour du haras. Progressivement, alors que le jour déclinait, des dizaines, puis des centaines de personnes vinrent se poster devant les grilles, chacune tenant une simple bougie. Parmi eux, Antoine reconnut le maire, plusieurs commerçants, des camarades d'école, et même, à sa grande surprise, François, le fils du notaire qui s'était si souvent moqué de lui. Aux côtés du maire se tenait un homme en costume que le garçon ne connaissait pas. « C'est le député régional », expliqua Madame Thibault. « Sa fille est née sans main droite. Il comprend mieux que quiconque ce que représente cette lutte. » Pendant que l'extraordinaire veillée aux chandelles se poursuivait dans un silence impressionnant, Julien Moreau préparait l'édition du lendemain du Provençal, où s'étalerait en première page la troublante vérité sur les pratiques de Laurent Beaumont. La veillée aux chandelles se poursuivit tard dans la nuit, les flammes vacillantes dessinant des ombres mouvantes sur les visages déterminés. Julien Moreau ne cessait de prendre des photographies, documentant ce moment historique pour Saint-Rémy de Provence. Au petit matin, les manifestants se dispersèrent, progressivement, mais leur message avait été clairement transmis. Antoine n'était plus seul dans son combat. Le jeune journaliste regagna sa petite chambre d'hôtel d'un pas pressé. Il déposa son appareil photo sur le bureau encombré et alluma immédiatement son ordinateur portable. La faible lueur bleutée de l'écran éclairait son visage tendu par la concentration. Sur les murs, il avait épinglé des dizaines de coupures de presse concernant Laurent Beaumont et ses activités équestres des 10 dernières années. « Il y a un motif », murmura-t-il en relisant ses notes. « Chaque accident, chaque cheval, ruiné, a rapporté une fortune en assurance. » Julien se leva pour examiner de plus près une série d'articles concernant 3 étalons de Grand Prix qui avaient mystérieusement subi des blessures incapacitantes entre 2008 et 2012. À chaque fois, Beaumont avait encaissé d'importantes indemnités, tout en conservant la propriété des animaux pour la reproduction. Un coup discret à sa porte l'interrompit. Il ouvrit pour découvrir un homme âgé, voûté, dont le regard fuyant trahissait une profonde nervosité. « Monsieur Moreau, je m'appelle Marcel Dubois. J'ai travaillé pour Beaumont pendant 15 ans, jusqu'à l'année dernière. » Julien invita l'homme à entrer, dissimulant son excitation. Enfin, un témoin de l'intérieur. « J'ai vu votre article sur le petit et le cheval noir, » poursuivit Dubois en refusant poliment la chaise offerte, préférant rester debout près de la porte, comme prêt à fuir. Ce n'était pas le premier accident convenablement arrangé, vous savez. Pendant plus d'1 heure, l'ancien employé parla, détaillant un système bien rodé de négligence délibérée, de falsification de documents vétérinaires et d'intimidation de témoins potentiels. « Pourquoi me raconter tout cela maintenant ?» demanda finalement Julien.
Ma petite fille est née avec une malformation de la hanche, répondit simplement Dubois. Quand j'ai vu ce garçon sur ses béquilles, luttant pour ce cheval que tout le monde avait condamné, sa voix se brisa. Il y a des silences qui deviennent des complicités, monsieur Moreau. Pendant ce temps, Antoine continuait sa veille solitaire devant le haras. Malgré la protestation de la veille, les inspecteurs vétérinaires n'avaient pas encore rendu leur verdict. Le garçon, désormais protégé de la pluie par une petite tente que des villageois avaient installée pour lui, recevait régulièrement des visites de soutien. Mathilde venait chaque matin avant l'école, apportant du pain frais et des nouvelles du village. « Tout le monde parle de toi », dit-elle en lui tendant une chocolatine encore tiède. Même les grands du lycée. Antoine accepta la viennoiserie avec gratitude, mais son regard restait fixé sur les bâtiments du haras, où Étoile Noire était retenue loin de lui. « Comment va-t-il » ? Le docteur Fournier dit qu'il refuse toujours de manger normalement, répondit Mathilde avec précaution. Mais il n'est plus agressif comme au début, c'est plutôt comme s'il attendait. Cette idée réconforta légèrement Antoine. Étoile Noire n'avait pas perdu espoir. Il savait d'une manière que la science ne pouvait expliquer, que leur séparation n'était que temporaire. Madame Thibault arriva en milieu de matinée, accompagnée d'un homme élégant en costume 3 pièces qu'elle présenta comme Maître Lefebvre, son avocat personnel. « Les inspecteurs rendront leur rapport aujourd'hui », annonça-t-elle. « Nous devons être prêts à toute éventualité. Que se passera-t-il si… » Antoine n'osa pas terminer sa phrase, la possibilité d'un verdict défavorable étant trop douloureuse à envisager. « Cela n'arrivera pas », affirma l'avocat avec une confiance mesurée. Le docteur Fournier a fourni un dossier médical complet démontrant l'amélioration constante de l'état physique et psychologique d'Étoile Noire sous vos soins. Par ailleurs, ces mystérieuses blessures récentes portent des caractéristiques qui excluent clairement votre implication. À l'intérieur du haras, Laurent Beaumont recevait la visite de Julien Moreau. L'entretien avait été difficile à obtenir, mais la mention d'un droit de réponse avant publication avait finalement convaincu l'homme d'affaires. « Ces accusations sont parfaitement ridicules », déclara Beaumont, confortablement installé dans son bureau luxueux. « Je ne nie pas qu'Étoile Noire a eu un accident malheureux, mais suggérer que j'aurais délibérément mis en danger un investissement de cette valeur est absurde. » Julien ne répondit pas immédiatement, se contentant de poser méthodiquement sur le bureau plusieurs documents, des copies de rapports internes, des témoignages signés et des photographies du trailer défectueux utilisé pour transporter Étoile Noire. « Comment expliquez-vous que votre chef d'écurie ait signalé ce défaut 3 jours avant le transport ?» demanda-t-il calmement. « Ou que la compagnie d'assurance vous ait versé 800 000 € pour un cheval que vous prétendiez sans valeur, tout en conservant sa propriété ?» Le visage de Beaumont perdit progressivement sa couleur. Ses yeux, habituellement froids et calculateurs, trahissaient maintenant une panique grandissante. « Ces documents sont probablement falsifiés », tenta-t-il, sa voix perdant de son assurance. « Et même s'ils étaient authentiques, ils ne prouveraient rien de plus qu'une négligence administrative. » « J'ai également parlé à votre ancien employé, Marcel Dubois, » poursuivit Julien, observant attentivement la réaction de son interlocuteur. « Il a beaucoup à dire sur les accidents de Tempête Bleue en 2008 et d'Apollon en 2010. » Cette fois, Beaumont pâlit visiblement. Ces 2 cas précédents avaient suivi exactement le même schéma que celui d'Étoile Noire. Des chevaux de grande valeur, des accidents évitables et d'importantes indemnités d'assurance. « Que voulez-vous » demanda-t-il finalement, toute prétention abandonnée. « La vérité, simplement », répondit Julien. « Mon article paraîtra demain. Vous avez jusqu'à ce soir pour préparer votre déclaration officielle. » En sortant du bureau, le journaliste aperçut une agitation inhabituelle près de l'écurie isolée. Les 2 inspecteurs vétérinaires étaient en grande discussion avec le docteur Fournier et Pierre, le palefrenier-chef. « Les marques sur son flanc sont récentes et localisées uniquement du côté droit », expliquait le docteur Fournier. Antoine ne s'approche jamais d'Étoile Noire par ce côté, précisément parce que cela provoque de l'anxiété chez l'animal depuis son amputation. De plus, ajouta Pierre avec une réticence évidente, j'ai remarqué que ces blessures apparaissaient systématiquement les matins suivant les visites tardives de M. Beaumont à l'écurie. Les inspecteurs échangèrent un regard entendu. Le plus âgé des 2 prit quelques notes supplémentaires avant de déclarer
nous avons suffisamment d'éléments pour conclure notre enquête. Il n'y a aucune preuve de maltraitance de la part du jeune Dupont. Au contraire, tous les témoignages concordent sur l'effet bénéfique de sa présence sur l'animal. Cette nouvelle se répandit rapidement jusqu'à l'entrée du haras, où Antoine l'accueillit avec un mélange de soulagement et d'impatience. Pourtant, la permission officielle de revoir Étoile Noire se faisait attendre. Beaumont, apprenant la conclusion des inspecteurs, avait apparemment soulevé de nouvelles objections administratives. Madame Thibault, dont la patience s'épuisait visiblement, finit par intervenir directement auprès du directeur départemental des services vétérinaires, un ancien camarade d'études de son défunt mari. « Cette comédie a assez duré, Georges », l'entendit-on dire au téléphone. « Ce garçon attend sous la pluie depuis une semaine, et tu sais aussi bien que moi que les accusations étaient infondées. » L'autorisation arriva finalement en fin d'après-midi. Antoine, qui somnolait dans sa tente improvisée, fut réveillé par Mathilde. « Ils ont dit oui !» s'écria-t-elle, rayonnante. « Tu peux y aller maintenant !» Le garçon se redressa si brusquement qu'il faillit renverser ses béquilles. Son corps, engourdi par les longues journées d'immobilité et le froid persistant, protesta douloureusement. Mais Antoine n'en avait cure. Avec l'aide de Mathilde, il se mit debout, grimaçant lorsque son moignon endolori dut supporter son poids. Une petite foule s'était rassemblée devant le haras, attendant ce moment depuis des jours. Quand les portes s'ouvrirent enfin, un murmure d'excitation parcourut l'assemblée. Antoine s'avança lentement, chaque pas sur ses béquilles, représentant un effort considérable après cette longue épreuve. Il n'avait pas fait la moitié du chemin vers l'écurie isolée qu'un hennissement puissant retentit à travers le haras. Ce cri, à la fois impérieux et désespéré, figea tout le monde sur place. Puis vint un bruit que personne n'aurait cru possible. Le claquement caractéristique d'une prothèse équine sur le pavé, s'approchant à un rythme effréné. « Mon Dieu !» souffla Pierre, le palefrenier-chef. Il a défoncé sa porte. Étoile Noire apparut au détour d'un bâtiment, galopant maladroitement avec sa prothèse, renversant au passage 2 seaux et un râtelier. Plusieurs palefreniers tentèrent de l'intercepter, mais le puissant animal les évita avec une détermination farouche. Antoine s'immobilisa, stupéfait par ce spectacle. Le cheval noir ralentit en l'apercevant, transformant son galop désordonné en un trot puis en un pas prudent. Il s'arrêta à quelques mètres du garçon, tremblant légèrement, sa respiration profonde et rapide après cet effort inhabituel. « Tu es venu me chercher », murmura Antoine, les yeux brillants de larmes. Lentement, avec une grâce surprenante pour un animal de cette taille portant une prothèse, Étoile Noire s'approcha, jusqu'à ce que son museau touche doucement la joue du garçon. Son souffle chaud caressa le visage d'Antoine, emportant avec lui toute la tension, toute la peur des jours précédents. Laurent Beaumont observait la scène depuis la fenêtre de son bureau, livide de rage. La réunion du cheval et du garçon, captée par l'appareil photo de Julien Moreau, allait faire la une de tous les journaux régionaux demain, aux côtés des révélations sur ces pratiques frauduleuses. Quand les portails du haras s'ouvrent finalement pour Antoine après 2 semaines de séparation forcée, un hennissement puissant résonne dans l'air, et tous les présents se retournent pour voir Étoile Noire, qui a en quelque sorte échappé à son box, et galope maladroitement avec sa prothèse vers le garçon, laissant les palefreniers stupéfaits et un Beaumont livide de colère, le choix de l'animal plus clair que n'importe quel document officiel pourrait l'exprimer. Les retrouvailles entre Antoine et Étoile Noire avaient quelque chose de presque mystique. Le cheval noir, habituellement si méfiant envers les humains, pressait son museau contre la joue du garçon comme s'il vérifiait que cette présence tant attendue était bien réelle. Antoine, ignorant la douleur de son moignon endolori par les jours d'immobilité sous la pluie, enfouit son visage dans l'encolure puissante de l'animal, respirant son odeur caractéristique mêlant cuir, foin et cette essence indéfinissable propre à Étoile Noire. « Je savais que tu reviendrais », chuchota Antoine, ses doigts s'entremêlant dans la crinière noire. « Je n'ai jamais douté. » Autour d'eux, un cercle s'était formé, palefreniers, curieux, journalistes, et même les inspecteurs vétérinaires, tous témoins silencieux de cette connexion qu'aucun rapport officiel ne pourrait pleinement décrire. Julien Moreau capturait discrètement la scène, conscient qu'il immortalisait un moment qui transcendait la simple anecdote locale. Le docteur Fournier s'approcha prudemment.
évaluant d'un œil professionnel l'état d'Étoile Noire. Il a perdu du poids, nota-t-il en examinant les flancs visiblement creusés du cheval. Et sa prothèse a besoin d'être ajustée. Cette course impromptue a probablement causé des irritations. En effet, Antoine remarqua une légère boiterie qu'Étoile Noire n'avait pas avant leur séparation. L'animal déplaçait sa prothèse avec une précaution nouvelle, comme si chaque pas était devenu douloureux. « Nous allons arranger ça », promit Antoine en caressant doucement le membre résiduel du cheval, juste au-dessus de la tache de la prothèse. Ensemble, comme avant. Les jours suivants établirent une nouvelle routine. Chaque matin, Antoine arrivait au haras, accompagné du docteur Fournier, qui avait élaboré un programme complet de réhabilitation. Le vétéran à un bras et le garçon à une jambe formaient un duo improbable mais déterminé, appliquant à Étoile Noire des techniques de rééducation adaptées de la médecine humaine. La clé est d'équilibrer le poids entre les 3 jambes naturelles et la prothèse, expliquait Fournier, guidant les mains d'Antoine pour masser les zones musculaires particulièrement tendues. Exactement comme tu as appris à le faire avec tes béquilles. Antoine hochait la tête, comprenant intuitivement les parallèles entre sa propre expérience et celle du cheval. Quand je suis fatigué, j'ai tendance à trop m'appuyer sur ma jambe valide et le lendemain, elle me fait souffrir, expliqua-t-il. C'est pareil pour lui, n'est-ce pas? Exactement, confirma le vétérinaire. L'équilibre n'est pas statique, il doit être constamment ajusté. Madame Thibault venait régulièrement superviser ses séances, apportant avec elle des documents jaunis par le temps, les notes personnelles de son défunt mari sur des techniques novatrices de récupération équine. Marcel était en avance sur son époque, confia-t-elle à Antoine un après-midi pluvieux, tandis qu'ils observaient Étoile Noire se déplacer lentement dans un petit enclos couvert. Il disait toujours que les chevaux nous enseignent plus que nous ne leur apprenons, si seulement nous savons écouter. Un matin, alors qu'Antoine guidait Étoile Noire dans une série d'exercices destinés à renforcer sa musculature dorsale, une silhouette familière apparut à l'entrée de l'écurie. Pierre Dupont, rasé de près et sobrement vêtu, observait son fils avec une expression indéchiffrable. « Papa ?» s'étonna Antoine qui ne s'attendait pas à voir son père au haras ce jour-là. Pierre s'avança lentement, son regard alternant entre son fils et le grand cheval noir. J'ai pensé que, peut-être, je pourrais aider, dit-il maladroitement, exhibant une boîte à outils usée. Le docteur Fournier a mentionné que certains équipements avaient besoin de réparation. C'était la première fois que Pierre proposait spontanément son aide. Antoine sentit son cœur se serrer devant cet effort manifeste de son père pour participer à ce qui était devenu le centre de sa vie. « Le râtelier est cassé », indiqua-t-il avec un sourire timide. Et la rampe d'accès est instable. Étoile Noire, cependant, réagit différemment à l'arrivée de ce nouveau venu. Ses oreilles se plaquèrent en arrière, ses naseaux se dilatèrent et il recula précipitamment jusqu'au fond de son box. Pierre s'immobilisa, visiblement déconcerté par cette réaction hostile. « Il sent l'alcool sur toi », expliqua doucement Antoine, sans jugement. L'odeur lui rappelle probablement des mauvais souvenirs. Pierre baissa les yeux, une rougeur de honte colorant ses joues creusées. « Je n'ai pas bu », murmura-t-il. « C'est juste l'après-rasage que ta mère m'avait offert. Je l'ai retrouvé ce matin. » Antoine comprit alors l'effort considérable que représentait cette visite pour son père. Non seulement il était venu au haras, mais il avait aussi tenté de se présenter sous son meilleur jour, utilisant un produit qu'il avait conservé depuis la mort de sa femme. « Approche doucement », conseilla-t-il. « Laisse-le venir à toi. » Avec une patience qu'Antoine ne lui connaissait pas, Pierre resta immobile près de la porte, attendant que le cheval s'habitue à sa présence. Au bout d'un long moment, Étoile Noire fit un pas hésitant vers l'avant, puis un autre, sa curiosité naturelle reprenant progressivement le dessus sur sa méfiance. « Voilà », encouragea Antoine. « Il comprend que tu es avec moi. » Ce fut le début d'une transformation remarquable chez Pierre Dupont. Dans les jours qui suivirent, il vint régulièrement au haras, d'abord pour effectuer de petites réparations, puis pour s'impliquer davantage dans les soins quotidiens d'Étoile Noire. Sa présence, initialement tolérée par le cheval, devint progressivement acceptée, puis bienvenue. Un soir, alors que la lumière déclinait sur Saint-Rémy de Provence,
Antoine jouait doucement de sa flûte près du box d'Étoile Noire. La mélodie provençale, simple et répétitive, flottait dans l'air tiède du crépuscule. Le cheval somnolait paisiblement, bercé par cette musique devenue synonyme de sécurité et de confort. Antoine ne remarqua pas immédiatement son père, debout dans l'ombre, écoutant silencieusement. Ce n'est que lorsqu'une planche grinça sous son poids que le garçon leva les yeux, surpris de voir des larmes sur les joues rugueuses de Pierre. « C'était la chanson préférée de ta mère », dit simplement l'homme, sa voix rauque d'émotion contenue. Antoine hocha la tête, incapable de parler. C'était la première fois depuis l'accident que son père évoquait spontanément le souvenir de sa femme sans être sous l'emprise de l'alcool. Pendant ce temps, Mathilde développait une passion inattendue pour les soins vétérinaires. La jeune fille, habituellement si réservée, révélait une assurance nouvelle lorsqu'il s'agissait d'observer et d'analyser les comportements d'Étoile Noire. « Regarde comment il déplace son poids avant de tourner », fit-elle remarquer un jour à Antoine. « Il anticipe toujours 3 pas à l'avance pour compenser sa prothèse. » Le docteur Fournier, impressionné par ses observations précises, lui prêta plusieurs ouvrages de médecine vétérinaire qu'elle dévorait avec avidité. Bientôt, elle mit au point un régime nutritionnel spécial pour renforcer la masse musculaire d'Étoile Noire sans surcharger sa structure osseuse déjà sollicitée par le déséquilibre causé par la prothèse. « Ton ami a un don », confia le vétérinaire à Antoine. Un œil clinique naturel que certains mettent des années à développer. Laurent Beaumont, confronté aux révélations de Julien Moreau dans la presse locale, avait considérablement réduit ses apparitions au haras. Les rumeurs circulaient sur une enquête officielle concernant ses pratiques d'assurance frauduleuses, mais il restait techniquement le propriétaire des lieux et d'une partie d'Étoile Noire, Madame Thibault ayant acquis l'autre moitié pour Antoine. Un après-midi particulièrement chaud, alors qu'Antoine tentait une première montée sur le dos d'Étoile Noire, Beaumont apparut soudainement avec plusieurs journalistes et caméras. Le cheval, perturbé par cette intrusion bruyante, s'agita dangereusement, manquant de renverser Antoine. « Magnifique !» s'exclama Beaumont comme s'il orchestrait la scène. « Voilà exactement ce que nos investisseurs veulent avoir, le triomphe de l'esprit humain sur l'adversité. » Antoine, qui avait réussi à calmer Étoile Noire en sifflant doucement leur mélodie familière, comprit avec dégoût que Beaumont tentait désespérément de s'approprier leur histoire pour redorer son image publique ternie. « Nous ne sommes pas un spectacle », déclara-t-il fermement, surprenant lui-même par son assurance nouvelle. « Et Étoile Noire n'est pas un accessoire pour vos relations publiques. » Les journalistes, sentant une tension inattendue, échangèrent des regards gênés. L'un d'eux, reconnaissant Julien Moreau qui documentait discrètement la scène depuis un coin de l'écurie, sembla soudain moins enthousiaste à l'idée de participer à cette mise en scène orchestrée par Beaumont. Quelques jours plus tard, Madame Thibault arriva au haras avec une nouvelle qui allait changer le cours des événements. « J'ai obtenu une autorisation exceptionnelle », annonça-t-elle avec un sourire triomphant. « Antoine et Étoile Noire pourront faire une présentation d'exhibition au concours équestre de Provence le mois prochain. » Antoine sentit son cœur s'arrêter. Le concours équestre de Provence était l'un des événements équestres les plus prestigieux de la région, rassemblant les meilleurs cavaliers et les plus beaux chevaux de France. « Mais comment ?» balbutia-t-il stupéfait. « Nous ne sommes pas prêts. Étoile Noire peut à peine trotter confortablement avec sa prothèse. »« Ce n'est pas une compétition, » précisa Madame Thibault. « C'est une démonstration spéciale, hors concours. Une occasion de montrer au monde ce que vous avez accompli ensemble. » Le défi semblait insurmontable. En 3 semaines, Antoine et Étoile Noire devraient atteindre un niveau de coordination et d'harmonie suffisant pour se présenter devant des centaines de spectateurs et des juges équestres expérimentés. « Vous n'êtes pas prêts », déclara Beaumont avec un sourire cynique lorsqu'il apprit la nouvelle. « Aucun jury sérieux n'acceptera cette exhibition de cirque. » Son sourire disparut lorsque Madame Thibault répondit calmement « Le comité a déjà voté à l'unanimité, Laurent. Tu es le seul à avoir voté contre. La présentation aura lieu dans 3 semaines, avec ou sans ton approbation. » La réponse ferme de Madame Thibault laissa Laurent Beaumont sans voix. L'homme d'affaires s'éloigna d'un pas raide, sa silhouette tendue trahissant sa fureur contenue. Antoine, encore sous le choc de la nouvelle, se tourna vers Étoile Noire qui observait la scène,
ses oreilles pivotant attentivement comme s'il comprenait chaque mot de la conversation. 3 semaines, murmura le garçon en caressant l'encolure puissante du cheval. C'est si peu de temps. À l'aube du jour suivant, alors que la brume matinale enveloppait encore les collines provençales, Antoine était déjà au haras. Le soleil commençait à peine à teinter le ciel de rose quand il franchit les portes de l'écurie isolée. Étoile Noire l'accueillit par un hennissement doux, presque interrogatif. « Nous avons beaucoup de travail, mon grand », expliqua Antoine en ouvrant la porte du box. Le concours équestre n'est pas une simple fête de village. Avec une patience infinie, il commença à guider Étoile Noire dans une série d'exercices de base. Le cheval, sentant l'importance nouvelle de ses mouvements, suivait les indications du garçon avec une concentration inhabituelle. Antoine lui parlait constamment, sa voix douce formant un flux continu d'encouragements et d'explications. Doucement sur le virage, sens ton équilibre. Voilà, transfère ton poids progressivement. Le docteur Fournier arriva 1 heure plus tard, portant sous son bras unique une mallette contenant des outils spécialisés. Il observa quelques minutes avant d'intervenir. Sa prothèse frotte contre la peau à chaque pas, nota-t-il. Nous devons consulter un spécialiste pour l'améliorer avant la présentation. Dans l'après-midi, un homme aux mains calleuses et au regard précis se présenta au haras. Philippe Moreau, prothésiste renommé spécialisé en appareillage humain, avait accepté de relever ce défi inhabituel. Les principes fondamentaux sont les mêmes, expliqua-t-il en examinant minutieusement le membre résiduel d'Étoile Noire. Distribution du poids, point de pression, mobilité articulaire. Mais l'échelle change tout. Pendant plusieurs heures, il prit des mesures, dessina des croquis et discuta avec Antoine et le docteur Fournier des mouvements spécifiques qu'Étoile Noire devrait exécuter lors de la présentation. Je peux créer quelque chose de plus léger, avec une meilleure absorption des chocs, conclut-il. Mais il faudra plusieurs jours d'adaptation. Le lendemain matin, Antoine fut surpris de trouver son père déjà au haras, marteau et scie à la main. Pierre travaillait sur une structure en bois dont la forme intrigua immédiatement le garçon. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en s'approchant. « Une rampe » répondit simplement Pierre, traçant une ligne au crayon sur une planche. « Pour que tu puisses monter sans aide. » Antoine resta silencieux, touché par cette initiative inattendue. Son père, habituellement si distant depuis l'accident, avait non seulement embrassé sa sobriété nouvellement trouvée, mais révélait également un talent pour la menuiserie qu'Antoine ignorait. « J'étais apprenti ébéniste avant de rencontrer ta mère », expliqua Pierre, sentant le regard interrogateur de son fils. « J'ai abandonné quand nous nous sommes mariés. Le salaire était trop faible pour fonder une famille. Jour après jour, la rampe prenait forme. Une structure ingénieuse comprenant des marches basses adaptées aux béquilles d'Antoine, une plateforme stable, et une pente douce permettant à Étoile Noire de se positionner parfaitement pour être montée. Pendant ce temps, Madame Thibault instruisait Antoine sur les aspects formels de la présentation. « Ce n'est pas seulement la technique qui compte », expliquait-elle en observant les exercices quotidiens. « C'est l'harmonie, la communion visible entre le cavalier et sa monture. » « Mais je ne suis pas vraiment un cavalier, » objecta Antoine. « Je n'ai jamais pris de leçons formelles. »« C'est précisément ce qui rend votre démonstration si précieuse, » répondit-elle. « Tu n'imposes pas ta volonté à Étoile Noire. Vous créez ensemble quelque chose de nouveau. » Une semaine avant la présentation, le comité du concours vint inspecter les conditions d'entraînement. 3 hommes en costume sombre et une femme à l'allure austère observèrent attentivement Antoine guider Étoile Noire dans une série d'exercices progressifs. Le cheval semble en bonne santé, admit le plus âgé des hommes, mais nous avons des préoccupations concernant la sécurité. Laurent Beaumont, qui s'était arrangé pour être présent lors de cette visite, s'empressa d'intervenir. C'est exactement ce que j'ai souligné dans ma lettre au comité. Un mineur handicapé montant un cheval défectueux présente des risques inacceptables. La femme du comité fronça les sourcils. Monsieur Beaumont, nous n'avons pas parlé de défectueux, et je vous prierai de modérer votre langage. Elle se tourna vers Antoine. Montre-nous comment tu montes, s'il te plaît. Le garçon s'approcha de la rampe construite par son père. Étoile Noire, comprenant immédiatement l'exercice, vint se positionner parfaitement, immobile comme une statue. Avec une fluidité née de nombreuses répétitions, Antoine grimpa les marches,
posa ses béquilles sur la plateforme, puis se glissa doucement sur le dos du cheval. Pas une fois Étoile Noire ne bougea, malgré l'absence de selle ou de bride. « Impressionnant », murmura l'un des hommes. « Mais comment contrôles-tu sa direction sans rêne ?» Pour toute réponse, Antoine émit un léger sifflement, 2 notes brèves. Étoile Noire avança immédiatement, faisant le tour de l'enclos à un pas mesuré. Un autre signal sonore, et le cheval s'arrêta net. « Nous avons notre propre langage », expliqua simplement Antoine. Cette démonstration apaisa certaines inquiétudes du comité, mais Beaumont n'abandonna pas. Les jours suivants, il fit venir au haras plusieurs experts, vétérinaires, entraîneurs, spécialistes en sécurité équestre, tous payés pour témoigner contre la participation d'Antoine. « Un cheval avec une prothèse est intrinsèquement instable », déclara l'un d'eux lors d'une réunion d'urgence du comité. Ajoutez à cela un cavalier inexpérimenté incapable de se rattraper en cas de chute, et vous avez une recette pour une catastrophe publique. Ces arguments techniques commencèrent à semer le doute dans l'esprit d'Antoine. Un soir, alors qu'il brossait mécaniquement la robe d'Étoile Noire, il confia ses craintes au docteur Fournier. « Et si Beaumont avait raison ?» murmura-t-il, les yeux baissés. « Et si je blessais Étoile Noire ou moi-même? Peut-être que je suis trop ambitieux. » Le vétérinaire posa sa main sur l'épaule du garçon. « La peur est naturelle, Antoine. Quand j'ai perdu mon bras en Algérie, j'étais convaincu que ma carrière était terminée. Comment un vétérinaire manchot pourrait-il pratiquer la chirurgie, palper un animal, maintenir un cheval agité? » Il retroussa sa manche, révélant les cicatrices impressionnantes qui marquèrent son moignon. « Pendant 6 mois, j'ai refusé de retourner à la clinique. Puis un jour, une jument en train de mettre bas a été amenée chez moi par un fermier désespéré. Je n'avais pas le choix. J'ai découvert ce jour-là que mes limites n'étaient pas celles que j'imaginais. Ses yeux, habituellement si calmes, brillaient d'une intensité nouvelle. La peur est naturelle, mais ne la laisse pas définir tes limites. » Ces mots résonnèrent profondément en Antoine. Le lendemain, il reprit l'entraînement avec une détermination renouvelée. Pendant ce temps, la communauté de Saint-Rémy de Provence se mobilisait d'une façon qu'Antoine n'aurait jamais imaginée. Un soir, Mathilde arriva au haras avec un paquet soigneusement emballé. « C'est de la part de tout le village », annonça-t-elle timidement. À l'intérieur, Antoine découvrit un uniforme d'équitation complet. Culotte beige, chemise blanche, veste noire et bottes parfaitement adaptées à sa jambe unique. « Monsieur Lambert, le tailleur, a travaillé jour et nuit, » expliqua Mathilde. Et Madame Bonnet a organisé une collecte pour les bottes sur mesure. Le garçon effleura le tissu fin, incapable de parler. Comment ces mêmes villageois qu'il avait si longtemps regardés avec pitié ou indifférence pouvaient-ils maintenant se mobiliser ainsi? La veille de la présentation, un ultime entraînement fut organisé avec la présence de quelques membres du comité. Antoine et Étoile Noire exécutèrent leur routine avec une fluidité qui impressionna même les plus sceptiques. Le cheval, comprenant l'importance du moment, semblait particulièrement concentré, anticipant chaque demande d'Antoine avant même qu'elle ne soit formulée. « Remarquable », commenta l'un des juges. « Pas techniquement parfait, bien sûr, mais il y a une harmonie indéniable. » Alors que le soleil se couchait sur cette répétition finale, Laurent Beaumont fit une annonce qui prit tout le monde par surprise. Entouré de journalistes convoqués pour l'occasion, il déclara son intention de créer une fondation de réhabilitation équine au nom d'Étoile Noire. « Pour concrétiser ce projet humanitaire, » annonça-t-il avec un sourire calculateur, « je propose d'acheter entièrement Étoile Noire pour une somme considérable, 100 000 €, qui sera partiellement versée à cette nouvelle fondation. » Antoine, qui observait cette mise en scène depuis l'écurie, sentit son cœur se serrer. Cette offre publique et généreuse était impossible à refuser sans paraître égoïste ou mesquin. Beaumont avait habilement manœuvré pour se réapproprier non seulement Étoile Noire, mais aussi toute l'histoire inspirante qui s'était construite autour d'eux. Cette nuit-là, Antoine eut du mal à trouver le sommeil. Demain serait le grand jour, leur chance de montrer au monde ce qu'ils avaient accompli ensemble, mais aussi peut-être leur dernière apparition en tant que partenaires. L'offre de Beaumont planait comme une ombre sur ce qui aurait dû être leur moment de triomphe. Aux premières lueurs de l'aube, Antoine fut réveillé par un hennissement désespéré.
Il se précipita au haras aussi vite que ses béquilles le lui permettaient, pour découvrir Étoile Noire agitée dans son box, sa prothèse frappant nerveusement contre le sol. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il au palefrenier de garde. « Je ne sais pas » répondit l'homme, inquiet. Il était parfaitement calme hier soir, et ce matin, il refuse sa nourriture et semble désorienté. Le docteur Fournier, appelé en urgence, examina attentivement le cheval. Son expression s'assombrit lorsqu'il découvrit de minuscules marques d'injection près de l'encolure. « Quelqu'un a donné des sédatifs légers au cheval », confirma-t-il après plusieurs tests. « Pas assez pour causer des dommages, mais suffisamment pour affecter son comportement demain. » Tous les regards se tournèrent instinctivement vers les fenêtres illuminées du bureau de Beaumont, où des lumières étaient encore allumées malgré l'heure tardive. Les traces d'injection près de l'encolure d'Étoile Noire confirmèrent les soupçons les plus sombres d'Antoine. Quelqu'un, et il n'était pas difficile de deviner qui, avait délibérément saboté leurs chances de réussite. Le docteur Fournier passa la nuit entière auprès du cheval, administrant des compresses d'eau froide pour atténuer les effets du sédatif. « Les substances s'élimineront d'ici demain », expliqua-t-il à Antoine qui refusait de quitter l'écurie malgré l'heure tardive. Mais il ne sera pas à son meilleur niveau. Il pourrait se montrer léthargique, moins réactif. Antoine caressa doucement l'encolure d'Étoile Noire, observant le regard légèrement voilé de l'animal. « Nous avons surmonté bien pire », murmura-t-il. « N'est-ce pas, mon grand ?» L'aube du jour tant attendue se leva sur Saint-Rémy-de-Provence, baignant les collines d'une lumière dorée qui semblait de bon augure. Antoine s'éveilla en sursaut, réalisant qu'il s'était finalement assoupi contre la porte du box. Des cauchemars avaient peuplé son sommeil agité, images d'Étoile Noire s'effondrant pendant leur présentation, de Beaumont riant tandis qu'on emmenait le cheval loin de lui. « Tu as dormi ici ?» La voix de Mathilde le tira complètement de sa torpeur. La jeune fille se tenait devant lui, portant un panier couvert d'un linge blanc. « Je ne pouvais pas le laisser », répondit simplement Antoine en se frottant les yeux. Mathilde sourit avec compréhension. « Papa a préparé des croissants frais pour toi. Il dit que les champions ont besoin de force. » Le docteur Fournier arriva peu après, son visage marqué par la fatigue d'une nuit blanche. Il examina attentivement Étoile Noire, palpant ses muscles, vérifiant ses réflexes pupillaires. Les effets du sédatif diminuent, annonça-t-il finalement, mais il n'est pas encore à 100%. Antoine sentit son estomac se nouer. Est-ce qu'il peut participer? Physiquement, oui, mais sa coordination pourrait être affectée. La décision t'appartient, Antoine. Le garçon s'approcha d'Étoile Noire, plongeant son regard dans les yeux bruns du cheval. Pendant un long moment, ils restèrent ainsi, dans cette communication silencieuse qui avait toujours été le fondement de leur relation. Antoine perçut ce que d'autres n'auraient pu voir, une détermination féroce derrière la légère brume médicamenteuse. « Nous y allons », décida-t-il. Le trajet vers le lieu du concours se fit dans une atmosphère électrique. Pierre Dupont conduisait la camionnette prêtée par le boulanger, tandis qu'Étoile Noire voyageait dans un van spécialement aménagé par le docteur Fournier pour sécuriser sa prothèse pendant le transport. Tout au long du chemin, Antoine ne cessait de jeter des regards anxieux par la fenêtre arrière, comme s'il pouvait ainsi maintenir le contact avec son compagnon. « Il s'en sortira », dit Pierre, surprenant son fils par cette rare expression de confiance. « Il est comme toi, plus fort qu'il n'y paraît. » Le concours équestre de Provence se déroulait dans un domaine majestueux à la périphérie d'Avignon. Lorsqu'ils arrivèrent, Antoine fut saisi par l'ampleur de l'événement. Des centaines de personnes élégamment vêtues déambulaient entre les paddocks et les zones d'échauffement. Des chevaux magnifiques aux robes lustrées s'ébrouaient sous la surveillance attentive de palefreniers en uniforme. « Je n'avais pas imaginé que ce serait si grand », murmura Antoine, soudain conscient de l'audace de leur entreprise. Madame Thibault les attendait à l'entrée réservée aux participants, son assurance habituelle légèrement teintée d'inquiétude. « Le programme a été modifié », annonça-t-elle sans préambule. « Votre présentation a été avancée à midi. » Antoine comprit immédiatement la manœuvre. Beaumont avait probablement fait pression pour que leur passage soit programmé au moment où les effets résiduels du sédatif seraient encore présents. Dans la zone de préparation, Mathilde aida Antoine à enfiler l'uniforme offert par les villageois.
Le garçon grimaça en constatant combien le vêtement semblait grand sur sa silhouette frêle. « On dirait que je porte les habits de quelqu'un d'autre. »« Attends » intervint Madame Thibault, sortant une petite boîte de couture de son sac. Avec une dextérité surprenante, elle entreprit d'ajuster l'uniforme à l'aide d'épingles stratégiquement placées. « L'apparence compte presque autant que la performance, » expliqua-t-elle tout en travaillant. « Tu dois montrer la connexion, pas la technique. » Pendant qu'on préparait, Antoine, Pierre et le docteur Fournier s'occupaient d'étoiles noires. Le cheval semblait plus alerte que le matin même, mais ses mouvements manquaient encore de leur fluidité habituelle. Autour d'eux, des cavaliers professionnels observaient avec un mélange de curiosité et de scepticisme cet étrange duo. Un vétérinaire manchot et un homme visiblement peu familier avec le monde équestre, s'affairant autour d'un cheval à la prothèse métallique. À mesure que l'heure approchait, Antoine sentait la nervosité le gagner. Par une ouverture dans la tente de préparation, il pouvait apercevoir les autres concurrents, tous adultes, tous parfaitement équipés, montant des chevaux d'une beauté et d'une santé irréprochables. La plupart exécutaient des figures complexes avec une précision militaire. « Ne les regarde pas », conseilla Madame Thibault, notant son expression. « Votre présentation n'est pas comparable à la leur. Vous n'êtes pas jugés sur les mêmes critères. » À l'autre bout du terrain, Laurent Beaumont accueillait personnellement un groupe d'hommes d'affaires américains, distribuant champagne et sourires. Antoine repéra l'homme qu'il avait aperçu sur l'écran de visioconférence quelques semaines plus tôt, le riche propriétaire intéressé par l'acquisition d'étoiles noires. Discrètement, Beaumont positionnait ses invités près de l'entrée de la piste, garantissant qu'ils auraient une vue imprenable sur la présentation à venir. « Antoine !» La voix du docteur Fournier le ramena au moment présent. « C'est l'heure. » Le garçon prit une profonde inspiration, tentant de maîtriser le tremblement de ses mains. Lorsqu'il rejoignit Étoile Noire, le cheval hennit doucement, comme pour l'encourager. Antoine caressa son museau, cherchant autant à se rassurer lui-même qu'à apaiser son compagnon. À l'extérieur de la zone de préparation, une foule considérable s'était formée. Antoine reconnut avec stupéfaction de nombreux visages familiers. Presque tout le village de Saint-Rémy semblait s'être déplacé pour l'occasion. Monsieur Reynaud du Café Lumière, Madame Bonnet la bibliothécaire, le boulanger et sa femme, même François, le fils du notaire qui s'était si souvent moqué de lui. « Ils sont venus pour toi », murmura Mathilde avec un sourire ému. « Pour vous deux. » L'annonce retentit dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, nous vous prions d'accueillir pour une démonstration spéciale Antoine Dupont et Étoile Noire, présenté par le Haras Chantilly. Le moment était venu. Antoine monta sur la rampe portable que son père avait installée, puis se hissa sur le dos d'Étoile Noire avec une grâce née de la pratique. Le cheval resta parfaitement immobile pendant la manœuvre, comprenant l'importance de sa stabilité. Ils entrèrent dans l'arène sous un silence absolu. Le contraste ne pouvait être plus saisissant. Un garçon maigre de 11 ans avec une jambe amputée, monté sans selle sur un imposant cheval noir à la prothèse métallique scintillant au soleil. Pas de bride, pas de mort, juste une confiance absolue entre deux êtres que la vie avait brisés puis réunis. Antoine sentait tous les regards fixés sur eux. Il perçut le léger tremblement d'Étoile Noire sous lui. Non pas de peur, mais des effets persistants du sédatif qui brouillait encore légèrement sa coordination. Par instinct, il se pencha en avant, chuchotant à l'oreille du cheval. Ensemble, comme toujours. Ils commencèrent leur présentation par un simple tour de piste au pas. Antoine guidait Étoile Noire uniquement par de légères pressions de sa jambe unique et des indications vocales presque inaudibles pour le public. À chaque foulée, le cheval semblait gagner en assurance, secouant progressivement l'emprise chimique sur ses réflexes. C'est alors que Beaumont mit son plan à exécution. Positionné stratégiquement près de l'entrée de l'arène, il activa discrètement un dispositif dans sa poche. Un claquement sec, semblable à un coup de feu, résonna dans l'air. La réaction fut instantanée. Étoile Noire, dont le traumatisme initial avait été déclenché par des bruits similaires, se cabra violemment. Antoine, pris par surprise, s'agrippa désespérément à la crinière noire. Pendant un instant terrible, le temps sembla se suspendre, le garçon et le cheval figés dans une silhouette dramatique contre le ciel bleu, la foule retenant collectivement son souffle. Puis, au lieu de tomber,
Antoine fit la seule chose qui lui vint instinctivement. Il siffla doucement, reproduisant les premières notes de la berceuse provençale qui avait toujours apaisé Étoile Noire. Le son, presque imperceptible pour le public mais parfaitement clair pour les oreilles sensibles du cheval, créa un pont immédiat entre eux. Étoile Noire retomba sur ses 4 membres, tremblant mais maîtrisé. Son regard affolé croisa celui d'Antoine, et dans cet échange silencieux, une décision fut prise. Ensemble, ils reprirent leur présentation, transformant ce qui aurait pu être un désastre en une démonstration encore plus puissante de leur connexion. Ils achevèrent de leur routine simple mais émouvante, sous un silence stupéfait qui se transforma rapidement en applaudissements nourris. Des juges aux spectateurs, des professionnels aux novices, tous reconnaissaient avoir été témoins de quelque chose de rare, non pas une performance techniquement parfaite, mais l'expression d'une harmonie transcendant les barrières conventionnelles. Lorsqu'Antoine et Étoile Noire quittèrent l'arène, Beaumont s'avança immédiatement, entouré de caméras et de micros. Son visage affichait un masque de bienveillance calculé. « Quelle démonstration inspirante !» déclara-t-il aux journalistes présents. « C'est exactement pour cela que j'ai décidé de créer une fondation au nom d'Étoile Noire. » Se tournant vers Antoine, il poursuivit d'une voix forte pour s'assurer que tous l'entendaient. « Mon offre tient toujours, mon garçon. 100 000 € pour ce cheval extraordinaire, qui mérite les meilleurs soins et les meilleures installations pour poursuivre sa réhabilitation. » Un murmure parcourut la foule. Une telle somme était impossible à refuser pour un enfant pauvre. Avec un sourire triomphant, Beaumont sortit une pomme rouge de sa poche et la tendit ostensiblement. Antoine comprit que c'était le moment de vérité. Lentement, il descendit du dos d'Étoile Noire, ses mouvements délibérément calmes malgré la tension qui l'habitait. Au lieu de répondre directement à Beaumont, il retira son béret usé et le déposa simplement sur le sol devant lui, puis fit quelques pas en arrière. La foule observait, perplexe. Beaumont, tenant toujours sa pomme, semblait également décontenancé par ce geste inattendu. Étoile Noire regarda alternativement l'homme avec la pomme et le petit chapeau posé à terre. Pour l'assemblée entière qui retenait son souffle, le choix du cheval semblait représenter bien plus qu'une simple préférence. C'était un verdict sur les motivations véritables de chacun. Avec une délicatesse surprenante pour un animal de cette taille, Étoile Noire s'avança, ignorant complètement Beaumont et sa pomme tentatrice. D'un mouvement précis, il saisit délicatement le béret entre ses lèvres et retourna aux côtés d'Antoine. « Monsieur Beaumont, » dit le garçon, se tenant droit et digne malgré ses béquilles. « Vous voyez un cheval brisé et un garçon défectueux, mais ensemble nous sommes complets. Certaines relations n'ont pas de prix. » Un silence stupéfait s'abattit sur la foule à la vue d'Étoile Noire tenant délicatement le béret d'Antoine entre ses lèvres. Les applaudissements, d'abord hésitants, puis de plus en plus nourris, éclatèrent autour d'eux. Le visage de Laurent Beaumont se décomposa, sa pomme toujours tendue dans le vide, ignorée par celui qu'il pensait pouvoir acheter. « Je crois que nous avons notre réponse », déclara Madame Thibault en s'avançant, son regard perçant fixé sur Beaumont. « Ce cheval a fait son choix, et ce n'est manifestement pas vous. » L'homme d'affaires américain, qui avait observé toute la scène, s'éloigna discrètement, murmurant quelque chose à l'oreille de son assistant. La défaite publique de Beaumont était complète, sa tentative de manipulation exposée aux yeux de tous. Antoine récupéra doucement son béret des lèvres d'Étoile Noire et le remit sur sa tête. Le cheval poussa affectueusement son museau contre l'épaule du garçon, comme pour confirmer son choix. Ensemble, ils quittèrent l'arène sous les acclamations. « Tu l'as humilié devant tout le monde », chuchota Mathilde, les yeux brillants d'admiration lorsqu'ils regagnèrent la zone de préparation. « Ce n'était pas mon intention », répondit Antoine en caressant l'encolure d'Étoile Noire. « Je voulais juste qu'ils comprennent que certaines choses ne peuvent être achetées. » Le lendemain matin, le journal Le Provençal titrait en première page « Le choix du cœur, un cheval refuse d'être vendu ». L'article de Julien Moreau relatait non seulement l'émouvante démonstration et le choix spectaculaire d'Étoile Noire, mais révélait également les pratiques douteuses de Laurent Beaumont. Des documents accablants accompagnaient le reportage, montrant comment l'accident d'Étoile Noire avait été délibérément orchestré pour toucher des indemnités d'assurance. La réaction fut immédiate. Dès le surlendemain, une enquête officielle fut ouverte sur les activités du Haras Chantilly. Les investisseurs se retirèrent les uns après les autres, ne voulant pas être associés au scandale grandissant.
En moins d'une semaine, Laurent Beaumont annonça la mise en vente du haras et son départ pour l'étranger, officiellement pour raison de santé. Il s'enfuit, commenta simplement Pierre Dupont, en lisant le journal au petit déjeuner. Les hommes comme lui ne restent jamais pour assumer les conséquences. Pour Antoine et Étoile Noire, une nouvelle ère commençait. La défaite de Beaumont avait ouvert des portes inattendues. Lors d'une réunion exceptionnelle du conseil municipal de Saint-Rémy-de-Provence, le maire annonça solennellement la donation d'un ancien cellier communal et du terrain attenant pour créer un centre équestre spécialisé. « Notre village a été témoin d'une histoire extraordinaire », déclara-t-il devant une salle comble. « Il est temps que nous transformions cette inspiration en action concrète. » Madame Thibault, fidèle à sa parole, apporta un soutien financier substantiel au projet. Marcel aurait adoré voir cela, confia-t-elle à Antoine, alors qu'ils visitaient ensemble le vieux cellier qui deviendrait bientôt leur centre équestre. Un lieu où les chevaux sont compris, pas simplement utilisés. La transformation des bâtiments abandonnés en un centre équestre fonctionnel fut une aventure communautaire. Chaque week-end, des dizaines de villageois venaient prêter main forte. Charpentiers, maçons, électriciens, mais aussi de simples citoyens désireux de contribuer. Les enfants de l'école peignaient des décorations colorées pour les box, tandis que les commerçants fournissaient nourriture et boissons aux bénévoles. Pierre Dupont, désormais sobre depuis 6 mois, révéla un talent insoupçonné pour la menuiserie fine. Ses installations adaptées, conçues spécifiquement pour des cavaliers à mobilité réduite, attirèrent rapidement l'attention au-delà de Saint-Rémy. « J'avais oublié ce que ça fait de créer quelque chose d'utile », admit-il un soir en montrant à Antoine un nouveau système de montoir qu'il avait conçu. Un matin de printemps, alors que les amandiers fleurissaient dans la campagne provençale, le premier pensionnaire supplémentaire arriva au centre équestre pour l'Harmonie, nom choisi par Antoine lui-même. Tempête, un ancien cheval de course nerveux et considéré comme irrécupérable après une blessure au tendon, fut accueilli par Étoile Noire avec une curiosité tranquille. « Regarde comme il l'approche », murmura le docteur Fournier à Antoine. « Par la gauche, doucement, sans mouvement brusque. Il imite exactement ta méthode. » En effet, Étoile Noire semblait avoir intégré les leçons apprises durant sa propre réhabilitation. Il guidait maintenant le nouveau venu avec une patience que personne n'aurait cru possible chez un animal autrefois qualifié de diable noir. D'autres chevaux suivirent, des animaux blessés, traumatisés, ou simplement jugés trop difficiles par leurs propriétaires précédents. À chaque nouvelle arrivée, Antoine et Étoile Noire développaient une approche personnalisée, adaptée aux besoins spécifiques de l'animal. Mathilde, dont l'intérêt pour la médecine vétérinaire s'était transformé en véritable passion, documentait méticuleusement chaque cas, créant progressivement un protocole qui serait plus tard connu sous le nom de « méthode Antoine Étoile ». Ce n'est pas une technique standard, expliquait-elle aux visiteurs de plus en plus nombreux. C'est une approche basée sur l'écoute et le respect du rythme de chaque animal. 6 mois après l'ouverture officielle du centre, la première enfant à bénéficier du programme thérapeutique franchit timidement le portail. Emma, 8 ans, atteinte d'une paralysie partielle suite à un accident de voiture, observait les chevaux avec un mélange de fascination et d'appréhension. « J'ai peur », avoua-t-elle à Antoine lorsqu'il lui présenta Étoile Noire. Lui aussi avait peur, répondit simplement le garçon. La peur n'est pas un problème, c'est ce qu'on en fait qui compte. Sous le regard attentif d'Antoine, Emma tendit lentement sa main vers le museau d'Étoile Noire. Le cheval, sentant sa nervosité, abaissa délicatement sa tête massive, son souffle chaud caressant les doigts de l'enfant. Un sourire illumina le visage de la petite fille, le premier depuis son accident, selon sa mère qui observait la scène, les larmes aux yeux. D'autres enfants suivirent, certains avec des handicaps physiques, d'autres avec des troubles émotionnels ou comportementaux. Pour chacun, Antoine et Étoile Noire développaient une approche unique, puisant dans leur propre expérience de guérison mutuelle. Un jour d'automne particulièrement doux, alors que les feuilles des platanes commençaient à se teinter d'or, une voiture officielle s'arrêta devant le centre. Un homme élégant en sortit, accompagné de plusieurs assistants portant des dossiers. « Professeur Renaud, de l'Université de la Sorbonne », se présenta-t-il à Antoine qui venait l'accueillir, appuyé sur ses béquilles désormais ornées de gravures provençales, cadeaux des artisans du village. « J'ai beaucoup entendu parler de votre méthode. »
Le professeur passa la journée à observer les séances, prenant des notes, posant des questions précises sur les protocoles développés. À la fin de sa visite, il semblait profondément impressionné. Ce que vous avez créé ici dépasse le simple cadre de l'équithérapie conventionnelle, conclut-il. Votre approche intègre des éléments de psychologie animale, de biomécanique adaptative et de communication non verbale d'une façon que je n'ai jamais vue documentée. L'inauguration officielle du Centre équestre pour l'harmonie attira une foule considérable. Des représentants du gouvernement, des journalistes nationaux et internationaux, et même quelques célébrités sensibles à la cause du handicap, firent le déplacement jusqu'à Saint-Rémy-de-Provence. Antoine, vêtu d'un costume simple mais élégant, se tenait aux côtés d'Étoile Noire, devant l'entrée décorée de fleurs sauvages. La nervosité qu'il avait ressentie à l'idée de parler en public s'était dissipée dès qu'il avait posé sa main sur l'encolure de son compagnon. Ce centre n'est pas né d'un grand projet ou d'une vision grandiose, déclara-t-il simplement dans son discours. Il est né d'une rencontre entre deux êtres que la société considérait comme brisés. Nous avons découvert ensemble que nos différences n'étaient pas des faiblesses, mais la source même de notre force. Après les discours et la cérémonie officielle, alors que les invités se dispersaient pour visiter les installations, Madame Thibault rejoignit Antoine près de l'enclos principal, où des enfants interagissaient joyeusement avec les chevaux réhabilités. « Ton méthode est étudiée à la Sorbonne », remarqua-t-elle avec un sourire fier. « Tu as changé la façon dont nous comprenons la communication entre humains et animaux. » Antoine observa Étoile Noire qui guidait patiemment un petit garçon en fauteuil roulant autour de l'enclos, adaptant parfaitement son pas au rythme de l'enfant. La prothèse du cheval, désormais plus légère et perfectionnée, brillait au soleil automnal. « Ce n'est pas moi, » répondit-il doucement. « C'est lui qui m'a enseigné que nos parties brisées ne définissent pas qui nous sommes. » Le soir venu, quand les derniers visiteurs eurent quitté le centre, Antoine sella légèrement Étoile Noire pour leur rituel quotidien. Ensemble, ils gravirent la colline qui dominait Saint-Rémy, traversant les champs de lavande desséchés qui attendèrent le printemps pour renaître. Arrivé au sommet, Antoine laissa Étoile Noire choisir son chemin. Le cheval s'arrêta face au soleil couchant, sa silhouette majestueuse se découpant contre le ciel embrasé. Le garçon lâcha les rênes, qui n'avaient jamais été nécessaires, et ouvrit grand les bras. Dans ce moment de liberté pure, homme et animal, tous deux marqués par la perte, se mouvaient comme une seule créature complète sous le ciel doré du crépuscule provençal. Leur ombre projetée sur le champ ne montrait pas leur limitation, mais la parfaite symétrie de leurs âmes unies.